Bonjour et bienvenue dans l'épisode, je sais franchement pas de la méthode, où nous recevons aujourd'hui Knup qui est horlogère. Et donc je vais lui poser toutes mes questions, mais également vos questions, car si vous nous rejoignez sur le Discord de Copains du Web, vous pouvez aussi poser vos questions et je lui transmettrai. Bon, en l'occurrence pas pour Knup, c'est trop tard, hein, fallait être là plus tôt. Hein. Mais pour le prochain invité, je vous dis pas qui c'est une surprise. Voilà. Bon, et écoutez, je reçois Knup tout de suite, c'est parti. Bonjour Knup. Bonjour copain. Ça va ? Ça va. Toi aussi, t'as mis ton petit masque, j'ai vu, c'est bien. Je rappelle aux futurs invités que vous pouvez tout à fait vous déguiser tant que vous voulez, c'est pas moi qui vais vous faire des reproches. Hein, voilà. Donc, Knup, tu es horlogère. Tout à fait. Et donc, du coup, on va parler de ça pendant une petite heure. Et ça me fait très plaisir parce que c'est un métier que j'avais même pas pensé. Horloger, je pense. Attention, je vais peut-être dire une horreur, mais je savais pas qu'il y en avait encore beaucoup des horlogers. Ouais, et donc, du coup, on va peut-être parler de ta formation. C'est une formation que tu as faite sous quelle forme ? Alors, en fait, moi, j'ai fait une formation en reconversion professionnelle. Ouais. Qui était sur 2 ans. C'était une formation qui s'est faite à Fougères. Enfin, à la base, c'était sur Fougères. Et puis, pendant ma première année, on était sur Fougères. Et puis, pendant ma deuxième année, on a déménagé sur un bled qui est à côté, à Javenay. Donc, c'est une formation qui est sur 2 ans. 3000 heures de formation qui nous forme, du coup, à 2 diplômes. Donc, un diplôme suisse qui s'appelle le WOSTEP et un diplôme français qui est le certificat de qualification professionnelle horloger-rabilleur. D'accord. Quand tu dis 3000 heures, c'est 3000 heures précises ? Est-ce qu'il y a une énorme horloge avec 3000 heures non, il n'y a pas de compte à rebours, ça va. C'est minimum 3000 heures. Parce qu'après, on avait le droit de rester plus longtemps le soir. D'accord. Okay. Voilà. On avait pour finir des travaux, des trucs comme ça. C'était une formation qui se déroulait... Enfin, il y avait beaucoup d'étudiants, par exemple, dans ta formation ? Alors, on est 12... alors, à l'époque, parce que là, c'est possible qu'il y ait des choses qui aient changé. La dernière fois que j'ai vu mes profs, il y a des petits ajustements qui se font, mais... Moi, la promo, on était 12. La promo d'avant aussi. Enfin, ça fait plusieurs années que c'est des promos de 12. Et il y en a beaucoup en France ou Alors, des écoles WOSTEP spécifiquement ? Ouais, en fait, j'aimerais avoir une idée de combien de horlogères sont formés tous les ans en France. Alors, le truc, c'est que ça, je saurais pas trop dire. Alors, l'école WOSTEP, il y en a une du coup à Javenay et une autre, si je dis pas de bêtises, c'est à Annecy. Ouais. Où là, ça va être spécifique pour les gens qui vont avoir un handicap. Cool. Donc, formation. Cool handicap, évidemment, mais c'est cool qu'il y ait une formation exprès, c'est vachement bien. Ouais, ça c'est. Après, il y a toutes sortes de handicaps parce que moi, j'avais vu, il y avait quelqu'un qui était venu aux portes ouvertes et qui était. Malentendant, très fortement malentendant parce qu'il c'était même difficile pour lui de communiquer, donc vraiment un handicap au niveau de la communication qui était compliqué, et les professeurs l'avaient orienté là-bas. Et puis mon ancienne collègue, elle vient de Annecy aussi, elle avait un problème au niveau du genou. Donc il y a toutes sortes de handicaps dans cette formation-là. C'est cool. Et ensuite, c'est pas mal. Alors je t'interromps là-dessus parce que je vais faire une parenthèse. Est-ce que ça veut dire que c'est un métier qui est réputé pour être plus accessible aux gens qui ont des handicaps ? Non, pas forcément, mais disons comme on est les fesses vissées sur notre chaise 8 heures par jour, c'est vrai que si on a un problème au niveau de la mobilité, c'est pas gênant. Après, c'est sûr que si on a un problème sur les bras ou qu'on a des problèmes au niveau des yeux, là... Mais c'est un métier qu'on peut faire en étant malentendant ou vraisemblablement, ouais, ça pose pas de souci. C'est un truc à noter parce que là, vu qu'on s'intéresse au sujet technique, là techniquement c'est un métier qui est assez accessible aux gens qui peuvent avoir des handicaps, c'est intéressant. Ça va vraiment être tout ce qui est bas du corps en fait. Voilà. Ou alors vous pouvez faire un autre métier avec le bas de votre corps. je sais pas quoi. Après, je sais pas. Sténodactylo avec les doigts de pied. Enfin, trouver un truc, mais en tout cas, voilà, le bas du corps sera peu sollicité pendant ce live, pendant toute cette. Et voilà. Ok. On s'en fiche.
De toute façon, je suis coupée ici. Donc à partir d'ici, voilà, tout ça c'est ton travail et le reste ça ne regarde pas. Voilà. Parcelle-là. Le reste, on s'en occupe. Et donc je fais un petit saut en arrière. Moi, mon but c'était de savoir si, à ton avis, en France, il y a plus proche de 50 ou plus proche de 1000 horlogers formés tous les ans. Ah ouais. Alors, petit calcul, parce qu'il y a l'école, il y a quand même une école à Marseille, il y a une école à Nantes, il y a une école à Paris. Ah, quand même. Une école à Besançon. Donc après, je pense que c'est plus proche des 50, mais je pense qu'on arrive à peut-être 200 par an. D'accord, donc c'est pas... À la grosse couche, mais... Ça fait pas énormément, mais du coup, ça fait pas beaucoup de gens formés tous les ans à ce métier. Bah, tant mieux. C'est triste, mais tant mieux. Parce que non, mais pas d'un point de vue ça me laisse de l'espace pour travailler, mais c'est juste que le boulot, j'ai vu qu'il y avait une question qui traitait de ça, donc peut-être qu'on y reviendra, mais c'est vrai que le boulot se porte pas super bien. Ok, de toute façon ça on en parlera de plusieurs façons différentes, mais on va en parler, on va peut-être même pas tarder à en parler, mais j'avais une autre question qui me passait en tête avant. Est-ce que la France / la Suisse sont particulièrement réputés pour ces métiers-là ou pas? Alors la France l'a été, mais je te parle d'une époque qui date d'avant Louis XIV. D'accord. Pas très... Donc ça fait un bon moment. Non, les horlogers formés en France sont généralement plutôt bons. Enfin, les écoles, ça tourne pas mal. Nous, l'école dont je suis issue, elle avait une excellente réputation. Et puis après, la Suisse, c'est justement après Louis XIV, c'est le berceau vraiment. C'est vraiment le berceau de l'horlogerie et voilà quoi. Est-ce que en fait, oui. Je t'ai interrompu. Vas-y, continue. Non, mais en fait, le truc, c'est que comment dirais-je, le truc un peu spécifique, c'est que il y a eu un édit qu'a mis Louis XIV en place, et c'est un truc assez important en fait, qui a fait que les personnes juives n'avaient plus le droit de pratiquer leur religion, et les protestants, ils ont été un petit peu virés de France, et en fait eux, l'ostentation, donc la bijouterie, tout ça, c'est pas trop autorisé, dans le protestantisme, c'est mal vu. Okay. Donc en fait, ils faisaient des montres super belles pour pouvoir se la raconter un petit peu et tout machin. Sauf que ils ont été virés de France, ils sont arrivés en Suisse et du coup, tout ce qui était orfèvre, tout ça, ils se sont concentrés vraiment sur l'horlogerie. Et comme ils ont été virés en Suisse, c'est pour ça que la Suisse est devenue vraiment le. D'accord. Alors tu veux dire que comme les protestants n'avaient pas trop le droit à la para, à la frime, ils se rattrapaient sur l'horlogerie. C'était un objet utile, donc du coup, ils avaient un peu le droit de le porter. Tout à fait. Et du coup, c'est eux qui étaient un peu les spécialistes. C'était pas particulièrement les Français, c'était plutôt les protestants. Et quand ils se sont fait tous dégager, ils sont allés en Suisse, où on les a accueillis. Et du coup, ils ont ça a créé vraiment un berceau. Et t'expliques beaucoup mieux que moi. non, mais du coup, j'essaie de vulgariser, vu que c'était un peu à la base le produit, l'idée de cette chaîne. Qu'est-ce que je veux dire, est-ce que du coup, aujourd'hui encore, l'horlogerie est reliée particulièrement au protestantisme ou... Non, aujourd'hui, non. Voilà, ok. D'accord. Bon, déjà, c'était une information super intéressante, ça. Du coup, on va enchaîner sur ce que tu disais. Le métier d'horloger... Alors, encore une fois, normalement, on s'intéresse au savoir technique et pas trop à la sociologie, etc. Mais c'est quand même intéressant. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi le métier d'horloger se porte pas très bien ? Alors, en fait, le métier d'horloger a pris un gros coup dans les années 70 avec Alors, l'invention est un petit peu avant, mais la démocratisation, en fait, de la montre à quartz, qui est plus précise que la montre mécanique. Donc, je pense que ça en ira. Mais du coup, la montre à quartz, ça demande beaucoup moins d'intervention. Et du coup, il y a beaucoup de gens qui se sont dit, le métier d'horloger, c'est terminé. Il y a des formations il y a très peu de gens qui se sont formés, tout ça. Donc ça, c'est une chose. Donc là, déjà, le métier en a pris un coup.
D'ailleurs, tous ces horlogers qui font partie de la dernière fournée dans les années 70 sont tous en train de partir en retraite là. Et donc voilà. Et donc où est-ce que je voulais en venir? Et sinon, oui, on a eu plusieurs. Enfin, il y a eu il y a eu plusieurs crises ces dernières années qui ont fait que les gens, ils ont autre chose à faire que dépenser leur argent dans des belles montres. Et en même temps, je vois de plus en plus de gens avec des Apple Watch qui sont sans doute... Bon, c'est pas que des montres, c'est vrai, c'est pas que des montres, mais bon, qui sont des trucs qui coûtent quand même le prix d'une petite bagnole d'occasion quand même. Donc, ouais, voilà. Mais évidemment, ils n'ont pas acheté pour avoir l'heure. Donc ça. Voilà, il n'y a pas que ça. Ça serait résumé très bête. C'est très bête ce que je viens de dire, donc je retiens. Il n'y a pas que ça, mais après ça peut être intéressant quand même. C'est-à-dire que les gens, ils portaient déjà plus de montre parce que quand on a un téléphone dans la poche, on porte plus vraiment de montre. Et en fait, ce que je trouve intéressant par là, et je pense que c'est des clients potentiels à l'avenir éventuellement, c'est que les gens seraient habitués à avoir la montre au poignet et de voir que c'est quand même beaucoup plus facile de faire tiens, quelle heure il est, hop, je regarde sur ma montre, que d'aller farfouiller dans la poche ou dans le sac pour aller trouver le téléphone. C'est un peu moins galère. Okay. Donc ça peut être des gens qui peuvent se retourner vers l'horlogerie entre guillemets plus traditionnelle. D'accord. Et alors du coup, tu dis ça a fait un choc dans les années 70, mais on continue encore à considérer que la montre mécanique est encore un objet qui est devenu un objet de luxe du coup uniquement, ou ça continue encore à se distribuer chez des gens plus modestes? Ouais, c'est quand même devenu plus un objet de luxe parce que avant ça, les gens ils avaient... Enfin, ça a été très traditionnel au moment il y a un truc qui est, alors ça existe encore un petit peu, mais les gens qui vont passer leur communion ou quoi, il y avait la montre du communion. Ouais. Et c'était un peu l'objet qu'on offrait, voilà, la communion, la belle montre, machin, qu'on gardait toute sa vie, mais qu'on faisait entretenir et compagnie. Maintenant, il y a moins ça. C'est encore un objet dans lequel on place à l'époque dont tu parles, donc une valeur sentimentale et symbolique du coup. Donc la montre c'est pas n'importe quoi comme objet, c'est un objet qui a plus que sa valeur financière. Il est souvent chargé d'un... Je veux dire, quand on a un proche qui décède, on fout pas sa montre à la poubelle, quoi. C'est pas comme le dernier de ses slips ou je sais pas quoi. C'est un objet particulier, voilà. Non, mais oui, on est d'accord. Alors là, on rentre dans l'analyse un peu plus symbolique de l'objet. On va essayer de retourner à la technique. Est-ce que toi, dans ta formation, tu as fait que de l'horlogerie mécanique ou tu as aussi bossé sur des montres à quartz? Alors, moi, dans ma formation, à la base, on a bossé peut-être sur les 3000 heures. Il y en a carrément plus de 2000 qui sont consacrés à la montre mécanique parce que c'est ça c'est un objet qui est beaucoup plus compliqué que la montre à quartz. Après, moi, en plus de ça, j'ai fait le choix de faire un petit peu de pendulerie. À la fin de l'année, on avait le choix, à la fin de la deuxième année, après les examens, tout ça, on avait le choix de soit faire voir des chronographes en plus ou voilà des choses comme ça. Moi, j'ai choisi de faire de la pendulerie. Chronographe, c'est les montres. Alors, c'est ce qu'on appelle abusivement les chronomètres. D'accord. Voilà. Chronomètre, c'est les montres avec un petit poussoir sur le côté qu'on va appuyer pour mesurer un temps. Mais toujours mécanique. Voilà, toujours mécanique. Après, on a vu un peu le chrono quartz aussi, hein, mais donc moi en fin d'année, j'ai choisi plutôt de m'intéresser à la pendulerie parce que sur la symbolique des objets, les gens vont être beaucoup plus amenés à réparer la pendule de mamie que la montre de mamie. D'accord. Voilà, ça arrive plus souvent que les gens veuillent avoir. Ok, donc c'est un choix stratégique. Ouais, puis un choix par intérêt par goût aussi. Personnel. Voilà. Est-ce que parce que c'est une des questions. Alors oui, je répète, sur Discord, vous pouvez poser vos questions. Alors, j'ai pas noté les pseudos des gens qui m'ont posé des questions, je suis désolé, mais quelqu'un me disait où se trouve la limite entre la montre et l'horloge de la cathédrale. Du coup, l'horloge de la cathédrale, c'est plutôt pendulerie? Ouais, c'est de la pendulerie, ouais.
La pendulerie, c'est dès qu'on sort du bracelet. Même. Horlogerie d'église, c'est encore un autre truc? Horlogerie d'édifice. Ah, d'édifice, ok. Alors les horloges d'édifice, ça va être des meubles, hein. Ça va être de la taille d'un petit bureau, ça va être vraiment des gros trucs. La pendulerie, ça va être plus... je sais pas si on voit, là j'ai une pièce derrière moi qui est non, juste, on voit pas, t'es coupé. Juste là. Je suis désolé. Ça c'est une pendule. Et puis sinon, la montre, ça va être tout ce qui est plutôt portatif. Après, il y a différentes sortes de montres. Il y a les montres bracelets, les montres de poche. Il y a les montres aussi de bureau. Qu'est-ce que c'est une montre de bureau? Alors c'est ça. Ah, les trucs qui se plient en... Ça peut se plier ou ça peut juste être une espèce de grosse rondelle comme ça. Qui est posée sur le bureau. Voilà, qui va être posée sur le bureau. Donc, voilà, bon, pour ceux qui n'ont pas l'image, imaginez une grosse montre sans le bracelet qui est posée sur le bureau. Il y a les réveils aussi. Réveil, c'est plutôt pendulerie alors? Oui. D'accord. Ok. Donc du coup, quand tu fais que des études d'horlogerie, on parle pas trop de réveil. On parle vraiment de la montre qui est sur le poignet ou sur le bureau. En fait, le truc, c'est quand on fait... moi, les études que j'ai suivies, encore une fois, le WOSTEP, je sais plus exactement ce que ça veut dire WOSTEP, mais le premier, c'est le W, c'est Watch. Ouais. Donc, c'est vraiment concentré sur la montre. Mais en soi, il y a 2-3 petits trucs qui vont différer entre la montre entre une montre et une pendule. Mais on a eu des cours sur on avait eu des cours sur la théorie de la pendulerie. Mmh. Mais au-delà de ça, si tu as les compétences pour du petit, oui, voilà, t'auras les compétences pour du gros volume. D'accord. C'est le truc. Mais du coup, en dehors de ça, est-ce qu'il y a des différences quand même? Souvent, les pendules, elles vont avoir des sonneries, par exemple. Ah, je t'ai pas entendu. Non, mais ça c'était bien ce que tu disais. Non, mais je voulais sur les matériaux utilisés. J'imagine que c'est pas forcément les mêmes sur une horloge gigantesque ou... Alors, si tu vas retrouver, en fait, dans l'horlogerie, tu vas retrouver toujours plus ou moins le même matériel. Ça va être le laiton pour tout ce qui va être les roues. Pourquoi? Tu vas avoir l'acier pour tout ce qui... Vas-y, continue la liste. Excuse-moi, je t'ai coupé, mais fais la liste, c'est bien. Laiton, l'acier, acier. Donc laiton, acier pour ce qui va être les pignons et les axes. Ouais. Ensuite, on va avoir... finalement, on n'a pas grand-chose. Après, pour les montres, on va avoir du rubis pour tout ce qui va être les trous dans lesquels tournent les axes. Attends. Ouais, vas-y, continue. Si t'en as d'autres, vas-y. Je cherche, mais après, il y a des métaux bien spécifiques. Ouais. Il y a une pièce de la montre qui s'appelle le balancier spirale. Ouais. Et le spirale, lui, il va être fait parfois il va être fait en invar quand on a vraiment une bonne qualité, une montre de bonne qualité. Bon là, on va retrouver plutôt de l'invar. L'invar. Invar. Invar. J'ai jamais entendu ce mot. Et donc, excuse-moi, tu peux réépeler parce que je t'ai coupé? Ah oui, INVAR. Invar, ok. Voilà. Et donc c'est très simple en fait, l'invar. Alors je sais plus de quel alliage ça résulte, mais en fait ça va être un matériau qui va très peu varier avec la température. D'accord. Doucement. Ok. Et c'est Charles-Édouard Guillaume qui a inventé ce matériau et qui du coup l'a appliqué en horlogerie. Ouais. Et qui, c'était le nom de mon école, donc il est quand même très important ce monsieur. École Charles-Édouard Guillaume. Voilà, Charles-Édouard Guillaume, qui était un physicien, je crois. Ok, bon, je te propose, moi, qu'on s'arrête un petit peu là-dessus. Le laiton. Pourquoi le laiton? Quelles sont les caractéristiques du laiton qui sont pratiques? S'il n'est pas lourd, parce que je crois que c'est pas lourd le laiton. C'est pas très lourd. Je pense que ça doit être une question de... C'est pas bien cher, c'est léger, c'est facile à travailler. D'accord. Là, ça va vraiment être sur les roues. Donc, je pense que comme il y a plein de petites dents, c'est... C'est peut-être plus facile à découper et à... Ouais, je pense que c'est ça. C'est pour le tournage, pour tout ce qui... Ouais, pour le tournage, ça va être pas mal, en fait. Ok. L'acier, pour la résistance, peut-être?
Comment? Pour la résistance, ouais, mais l'acier, ça va être aussi... en fait, l'acier, il a un super bon coefficient de friction avec le rubis. Donc, en fait, quand le pivot de l'acier va tourner dans le trou en rubis, dans le huilier, pour être exact avec les bons termes, en fait, la friction, elle sera très, très légère, pas négligeable non plus, mais voilà, ça permet que ça frotte pas énormément, que ça glisse bien. Ok. Voilà. Alors moi, il va falloir que tu m'expliques ce que tu veux dire par trou en rubis. J'ai aucune image. Alors, en fait, une roue, elle va être... donc, quand je parle non, je vais parler d'un mobile. Un mobile, c'est la roue en laiton et le pignon en acier avec les axes. Alors attends, le pignon, qu'est-ce que tu appelles le pignon? Alors le pignon, c'est pareil, c'est une denture qui est plus petite. Qui est collée dessus? Ils sont chassés à force. C'est compliqué parce qu'on a beaucoup de termes très très spécifiques en horlogerie. Bah ouais, en fait, c'est ça qui m'intéresse. On peut prendre tout notre temps juste sur ça si tu veux. T'inquiète pas. Donc le mobile, en fait, à la base, on va partir d'un axe qui est en acier et qui a une denture, une petite denture. Sur lequel on va venir chasser. Attends, excuse-moi, je te coupe. Je veux juste qu'on soit d'accord. Un axe en acier qui a une petite denture, moi j'imagine un petit tube avec des petits cannelures sur tout le tour. Et qui fait Alors, genre... pas sur le tour, il y a un endroit où il y en a et un endroit où il n'y en a pas. Donc c'est un petit plateau dentelé? Ouais, il est un peu plus épais qu'un plateau. Ouais. Et il est au centre de l'axe? Ah, ça va dépendre des roues. D'accord, bon, ok. Ça peut être plus bas, ça peut être plus haut, ça peut être plus large, plus petit. Les dents peuvent être un peu... Alors pour les pignons, on n'appelle pas des dents, mais des ailes. Un peu relou. Hein. Mais les ailes peuvent être plus ou moins grandes. Voilà, c'est un peu... Donc on va avoir ça. Dessus, on va venir chasser une roue en laiton. Alors, donc chasser... là, avec... chasser, on va utiliser un appareil qu'on appelle une potence à chasser. Ouais. On va venir mettre notre on va venir mettre notre roue par-dessus. On va par-dessus ou par en dessous. Là, j'ai un vieux doute. Ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. On va mettre la roue et le pignon l'un dans l'autre et on va filer un petit coup de marteau avec un petit outil fait pour ça. Ouais. Qui s'appelle donc. Et les deux, qui s'appelle le tasseau. Tasseau, ok. Donc on va filer un petit coup avec un marteau d'horloger qui est un plus petit, qui est un marteau un marteau très fin. De précision. Donc on va venir donner un petit coup à ce moment-là pour que ça c'est intéressant du coup, c'est que l'acier il va rentrer dans le laiton qui est plus souple, il va se fondre il va vraiment s'imbriquer avec l'acier. Ouais. Et du coup, les deux seront, la roue et le pignon seront solidaires. Quasiment soudés, quoi. Ouais, voilà, ça arrive très rarement. Moi, j'ai jamais vu si, je l'ai vu à l'école quand j'apprenais. Des fois, ils étaient pas très bien solidaires, mais sinon, dans le boulot, c'est rare de voir une roue perdre son pignon. Ok. Et alors, juste... À partir de là, ouais, petite parenthèse, encore une fois, je suis désolé. Ça, on t'apprend à le faire dans la formation. Oui. Ça, on avait appris à le faire. Mais c'est pas compliqué, ça. C'est vraiment un truc qui s'apprend en un après-midi. Mais est-ce que toi, tu reçois du laiton et tu dois faire des roues avec, ou est-ce que tu reçois des roues en laiton et des pignons en acier? Non, tu reçois les roues directement. D'accord. Tu reçois les roues directement. Mais les horlogers, à l'époque, il y a très longtemps, ils fabriquaient tout ça eux-mêmes, j'imagine. Oui, et puis il y en a qui le font encore. Ah oui. Enfin, moi, c'est mon but à terme de pouvoir avoir tout le matériel pour faire tout de A à Z. Oui, donc tu achètes ton laiton, ton acier, tu fabriques tout. Voilà, avec un tour. Impressionnant. Ça serait, je te le souhaite, ça doit être vachement gratifiant. Bah oui, parce que moi j'en ai fabriqué j'ai fabriqué quelques pièces et franchement, quand on y arrive, c'est trop bien, quoi. En plus, on connaît l'expression travail d'horloger. On imagine que l'horloger se tape tout le boulot, quoi. Et du coup, ça semble faire partie du métier, quoi. C'est ça. Ouais. On en a fait un petit peu. Après, on a fait encore une fois ce qui avait de plus compliqué à fabriquer, pour ensuite que ce qui soit le plus facile soit
on n'ait pas besoin de l'apprendre parce que si on lit un peu comment il faut faire, après on est supposé arriver à le faire, quoi. Si on a les outils aussi. Ouais, d'accord. On y reviendra sur les outils, c'est intéressant. Et donc, j'ai mon pignon en acier qui est enchâssé dans ma roue en laiton. C'est ça. Et où est-ce que je mets un trou en rubis? Ensuite, la roue, elle va être prise en sandwich entre deux ponts, enfin la platine et un pont, pour qu'elle bouge pas finalement. Alors, qu'est-ce que tu appelles platine et pont? Alors, la platine, ça va être une plaque, une rondelle en fait, là en l'occurrence, souvent ça va être souvent du laiton. Ça va être une grosse rondelle dans laquelle il y aura des petits trous pour mettre toutes les roues. C'est une rondelle qui est de la taille de la montre au final. Ouais, voilà. D'accord, ok. La platine, elle est côté cadran. D'accord. Donc c'est la platine. D'un côté, il y aura les roues, et de l'autre côté de la platine, tu auras le cadran et les aiguilles. D'accord. Et donc tu vas avoir ta platine, tu vas mettre tes roues dessus, et par-dessus, tu mets un pont. Donc qui vient en fait prendre la roue en sandwich. Là, tu mais une petite vis. Alors attends. Et donc, désolé. Le pont, est-ce que c'est aussi une rondelle de la taille de la montre? C'est non, le pont en fait, l'ensemble des ponts formera en puzzle une sorte, un peu la rondelle qui sera de la taille de la montre. D'accord. Grosso modo. Hein. Donc les ponts, c'est des petites plaques en laiton aussi. Voilà, c'est des petites plaques. Alors ça peut être du laiton, ça peut être autre chose, hein, parce que le laiton, ça va être vraiment. Bon. Le laiton, ça va être sur le tout venant. Ouais. Après, sur des montres un peu plus luxueuses, tu vas avoir d'autres sortes de. Tu peux avoir de l'acier, tu peux avoir du. Moi, j'en ai une, c'est du MyShore, qui est un alliage avec du cuivre, il me semble. Là, j'ai un petit doute. MyShore. MyShore. Okay. M-A-I-2-L-E. C-H-O-R-T, si je ne m'abuse. Ok. Et qu'est-ce que je veux dire? Donc, ça a la forme d'une roue aussi, le pont? Non, il va avoir plutôt la forme d'une tranche de camembert, quoi. Comme tu auras ta platine qui est ronde, et par-dessus, tu vas avoir plusieurs camemberts qui vont venir prendre les roues. Et alors, c'est grossier, hein, parce que je dis une forme de camembert, d'une montre à l'autre, ça va pas forcément être la même chose. Mais c'est pour donner l'idée un petit peu du truc. Qu'en fait, l'ensemble des ponts donne la forme d'une roue, quoi. Ouais, pas exactement, mais voilà, l'idée c'est ça. Mais après, il y a les montres anciennes, de cette forme-là. Mais... Ouais, de quoi trouver sur Google Images, j'imagine, Google ou autre chose, sur Internet, des images pour voir plus précisément à quoi ça ressemble. Et donc, c'est ça. De toute façon, si on regarde mouvement de montre mécanique sur Google, on va voir. De toute façon, on aura la vision. On aura souvent la vue à partir des ponts. Donc là, on peut voir un petit peu l'idée. D'accord. Et donc le pont, il vient se mettre au-dessus de la roue. Donc la roue, elle va être prise en sandwich entre la platine et le pont. D'accord. Là, il y aura une petite vis qui va maintenir le tout. Et donc en fait, à l'endroit où tes pivots passent, donc à travers la platine ou à travers le pont, et ben en fait, à cet endroit-là, ce sont des petits rubis qu'on appelle aussi huiliers. Et donc c'est ces petits rubis qui permettent en fait, quand la roue tourne, le coefficient de friction, il est J'ai du mal à imaginer les rubis. Ils ont quelle forme? Ils ont une forme. C'est ça qui est compliqué. C'est des petits. Alors, si on le voit de dessus, ça va être des petits ronds dans lesquels il y a un trou, quoi. Des petits anneaux. Ouais, on peut voir ça comme ça. Qui sont fixés. Ils sont un peu plus. Ouais. Ça va être un peu plus. Ils vont être un peu plus épais, quoi. Enfin, comme des sortes de petits tubes, mais des tubes vraiment plats, quoi. Enfin. Ok. Je sais pas comment. Comme de forme torique, je pense qu'on dit, non, c'est pas ça? Torique. Ah oui, un espèce de donut. Ouais, voilà. Et lui, il est fixé au pont ou il est fixé à quelque chose? Alors, donc les rubis ou huiliers sont fixés, sont chassés à force dans le pont. D'accord. Même chose que platine, et donc on utilise la même potence, la potence à chasser pour chasser ces petits rubis. Et les huiliers, ils font quelle taille à peu près? Alors,
que je regarde un petit peu. Là, j'en ai de 2 millimètres. Mais alors ça, même dans une montre flic-flac, il y a des rubis dedans ou là on s'adresse à la montre, enfin à l'horlogerie de luxe ou... Alors flic-flac, je saurais pas te dire parce que flic-flac, on peut pas les démonter. Par contre, attends, je réfléchis là sur un mouvement qui ressort souvent. Non, il n'y a pas de rubis. Ça va être sur des montres vraiment basiques, des montres à quartz très basiques, on n'aura pas de rubis. Ah bah oui, les montres à quartz, il n'y a de toute façon pas de mécanisme dedans, non? Si, il y a un mécanisme. Oh, bah on reviendra dessus. C'est pas électronique. Hein. Je m'attendais pas à cette réponse. Ah. Donc, j'ai mes rubis. Mais alors, les rubis, ça augmente pas immédiatement le prix de la montre d'une fortune. Alors, avant, ouais, c'était le cas. Souvent, tu voyais sur les cadrans, ça pouvait être marqué. Là, d'ailleurs, c'est le. Ah non, c'est pas le cas de celle-là, mais j'en ai une autre. Chaque fois, c'est marqué 15 rubis. Il y a un petit côté. Waouh, c'est trop la classe. Ouais. En vrai, les rubis aujourd'hui, c'est des rubis synthétiques. Ah. Donc, oui, c'est du rubis synthétique. D'ailleurs, le rubis synthétique est plus performant que le rubis naturel parce que le rubis synthétique, il a pas de, enfin, il est pur quoi. Enfin, il n'y a pas de petites saletés dedans ou quoi. D'accord. Donc généralement, c'est pas ça qui va faire vraiment augmenter. Enfin, faut arriver à enfin. Il y a des mouvements, si tu veux, qui vont être sans rubis et qui coûtent vraiment pas cher, et voilà. Mais il n'y a pas besoin de mettre des sommes folles, je pense, pour avoir un mécanisme avec du rubis dedans. D'accord, ok. Bon. Et donc la spirale en invar. Le spiral. Ah. Important. Ok, je suis tombé dans le piège. Raconte-moi plus précisément quoi. Alors en fait, la montre mécanique, d'un côté tu vas avoir l'organe, on va dire moteur, l'organe moteur qui va fournir de l'énergie, et de l'autre côté du mécanisme, tu as l'organe régulateur. Ouais. L'organe régulateur, par exemple, si on compare à une pendule, parce que ça je pense que les gens voient à peu près, l'organe moteur ça va être les poids qui pendent de la pendule. Ouais. L'organe régulateur ça va être le balancier qui fait son petit son petit va-et-vient là. Ouais. Et ben dans une montre ça va être pareil, sauf que dans une montre, bon, l'organe moteur c'est pas des poids, ça va être un ressort qui est comprimé sur lui-même et qui va décharger son énergie au fur et à mesure qu'il se décomprime. Ouais. Et de l'autre côté, c'est donc le balancier spiral. Donc le balancier spiral, ça va être une roue qui dans ce cas-là s'appelle une serge. Enchanté. Voilà, je sais pas trop pourquoi. Enfin, on dira des fois on parle pour les roues aussi, les roues du mécanisme aussi de serge. Donc, moi au final je comprends pas bien, mais bon, là on va plus parler de serge du balancier. Ouais. Et il va avoir en fait une lame en métal qui peut être de l'invar dans certains mécanismes de qualité et qui va être en forme de spirale. Donc cette lame va être tordue en forme de spirale et en fait il va tourner, il va faire un va-et-vient aussi et donc cette lame en forme de spirale va permettre quand il part dans un sens de le rappeler dans l'autre. Et quand il part dans l'autre sens, de le repousser dans le sens d'avant. D'accord. Il faut vraiment que j'imagine une spirale. On est vraiment sur. Comme sur un ressort, quoi. Ouais, c'est une sorte de ressort plat, mais là on voit pas trop ici parce que ça bouge. Ouais. Et, ça va être une lame qui est très très fine. Attends, je prends un truc pour montrer avec plus de. Hop. Donc là, on a une lame qui est vraiment très très fine et qui va faire l'aller-retour. Après, c'est sa forme qui fait qu'elle va faire un va-et-vient donc. Voilà, c'est une lame ressort. Hein. Donc quand elle part dans un sens, elle rappelle dans le premier sens et puis quand elle repart dans le premier sens, elle repousse dans l'autre sens. Enfin, c'est vraiment le principe d'un ressort. Ok. Et qui va tout le temps travailler. Mais donc c'est pas elle qui fournit l'énergie, elle récupère l'énergie de la partie moteur de la montre, c'est ça? Voilà, c'est ça. Donc le régulateur, il va fournir l'information. D'accord.
grosso modo, lui qui va dire la seconde, elle est à temps et pas à... Enfin, la seconde est à 1 seconde et pas à 2 secondes. Et c'est son diamètre qui va... Enfin, non, c'est sa longueur. Sa longueur ? Ouais, on appelle ça la longueur active. Donc, c'est... Comment ? C'est comme sur une pendule, on a le balancier. Plus il va être long... attends, alors que je dis pas ce bêtise, parce que ça, c'est toujours un truc... donc, plus il va être long, plus il va battre lentement. Ouais. Et plus il va être court, plus il va battre rapidement. Exactement comme sur un métronome pour les gens qui sont peut-être musiciens. Ça va être exactement pareil. Plus le métronome plus la longueur sera courte, plus ça va battre vite, et plus il sera long, plus il va être lent. Ok. Et j'imagine que toi, tu as dû apprendre une petite formule qui te permet de fabriquer la pièce à la bonne taille en fonction de la montre ou de... Alors ça, c'est pareil. Les pièces, elles nous étaient la pièce, le spiral, elle est fournie parce que ça, c'est pareil, c'est un truc vraiment très particulier. Mais oui, on apprend une formule qui nous permet de le couper au bon endroit. Ok, d'accord, très bien. Mais alors du coup, moi, dans une montre, je pensais que il y avait une spirale qui était en fait un ressort pour Non, mais justement, Ah oui, d'accord. Je pensais que le truc qu'on voyait dans la montre en forme de spirale, c'était le truc qu'on remonte quand on remonte la montre, mais en fait, c'est une erreur. Voilà, en fait, le truc qu'on remonte pour remonter la montre, c'est le ressort de barillet qui est dans le barillet. Et qui est une Donc, spirale. tu le vois pas. Ah non, on le voit pas. On le voit pas, il est dans... Alors, il y a certaines montres où il est évidé pour qu'on voit à travers et qu'on voit, mais normalement à la base il est dans une petite boîte, il est caché sous un pont. Et on est d'accord qu'il a plutôt la forme d'une spirale, c'est un ressort spirale comme sur les jouets. Il est enroulé sur lui-même. Ok, d'accord. Très bien, bon, on a pas mal avancé quand même. Est-ce que du coup j'imagine qu'on n'a pas fait toutes les parties de la montre ? Non, il en manque, ouais. Vas-y, je t'écoute. Alors, on va avoir l'organe de distribution. Ouais. Donc en fait, on part d'un mouvement de va-et-vient, d'accord ? Donc du régulateur, donc du balancier spiral. Ouais. Là, on a un mouvement de va-et-vient. Ce mouvement de va-et-vient, il va falloir le transmettre au reste de la montre, transmettre l'information au reste de la montre. Et pour ça, on va avoir l'encre qui, pour le coup, a pas vraiment une forme d'encre de bateau, mais je pense que le mot, il vient quand même de là. Donc ça va être une petite pièce qui est en forme de T. Mmh. En bas du T, on va avoir ce qu'on appelle une petite fourchette qui va être en contact en fait avec le balancier spiral. Mmh. Sur le balancier spiral, on a une petite pièce qui s'appelle l'ellipse. Et donc quand l'ellipse va venir dans la fourchette, elle va déplacer toute l'encre d'un côté. Puis elle repart, elle revient, paf, elle retape dedans, et elle redéplace d'un autre côté. D'ailleurs, sur Wikipédia, il y a un très bon schéma sur, je crois que c'est échappement de montre qu'il faut taper. Ouais. Il y a le visuel pour bien comprendre comment ça marche, il y a le visuel, donc voilà. Okay, et donc au-dessus du T, de part et d'autre de la barre haute du T, on va avoir des petites palettes. Donc c'est encore une fois, c'est des petits morceaux de rubis qui sont en forme de trapèze. Et donc eux qui vont venir frapper une roue qui est un mobile, qui est le mobile d'échappement. Et donc en fait, en frappant d'un côté et de l'autre, ça va faire tourner la roue toujours dans le même sens. Ouais. Et donc à ce moment-là, roue d'échappement qui entraîne son pignon d'échappement. Le pignon d'échappement entraîne la roue de seconde. La roue de seconde qui est chassée sur le pignon de seconde, qui lui va à son tour engrainer la roue de moyenne, qui est chassée sur son pignon de moyenne. Ouais. Et donc ensuite on arrive à la roue de centre, donc qui engraine la roue de centre, et la roue centre qui est chassée sur son pignon de centre, et le pignon de centre qui est en lien avec le barillet.
qui lui aussi a une denture. Et donc, le barillet, lui, il envoie d'un côté son énergie. De l'autre côté, le balancier spiral envoie son information. Et les deux, ça se regroupe. Et donc, la roue de centre va porter l'aiguille des heures. Ouais. Non, je dis une connerie. Elle va porter l'aiguille de minutes. Va y avoir un autre jeu de rouage pour faire tourner l'aiguille des heures. La roue de seconde, le mobile de seconde va porter l'aiguille de seconde. D'accord. Ah d'accord, quand tu disais la roue de seconde, c'est pas la seconde roue, c'est vraiment la roue des secondes. Des secondes. Ok, ouais. D'accord. Ok, donc le fait qu'il y ait plusieurs roues comme ça, c'est parce qu'il faut d'abord entraîner l'aiguille des secondes et ensuite renvoyer le mouvement vers l'aiguille des heures. Non, des minutes. Voilà. T'as une roue de moyenne entre les deux, mais juste pour transmettre le message, quoi. Ça transmet le message et les roues entre elles vont avoir elles ont un rapport au niveau du nombre de dents et il y a un rapport de comptage qui va permettre de faire que on va avoir telle roue qui va tourner tant de fois. Ok. Et pour que l'autre tourne un nombre de fois inférieur. Voilà. Ça me semble beaucoup moins compliqué quand tu l'expliques que quand on regarde une montre. Donc c'est plutôt cool. Mais en fait, le truc en plus, c'est que c'est toujours pareil en fait. Bah après, j'imagine que t'as des montres qui te donnent les jours, il y a des montres qui... Ouais, t'as des trucs comme ça, mais une fois que t'as compris le principe de base, en fait... T'arrives à lire une montre dès que tu la vois, quoi. Tu vois comment... Bah c'est ça, après il va y avoir des fois, alors maintenant dans les grandes marques, ils essayent de faire des trucs un petit peu farfelus et tout, mais sur la montre, je dirais le tout venant, si on prend une Rolex, elle fonctionne exactement pareil que la montre de papy, quoi. Ok. Au niveau du principe de fonctionnement, on est sur la même chose. Si vous avez un papy qui n'a pas de Rolex, du coup, et donc qui a complètement raté sa vie, désolé de vous l'apprendre. Mais, donc ça veut dire que la plupart du temps, quelqu'un arrive, te donne sa montre, tu l'ouvres, t'es pas surprise, enfin t'es complètement blasé. Je suis la plupart du temps assez blasée. Ok, d'accord. Non, mais c'est juste que voilà, c'est comme ça que c'est fait et puis c'est tout, quoi. Il n'y a pas de surprise. Après, il y a pas de surprise. Des fois, on va être surpris. Ça va plus être la montre. Soit on va être surpris par la crasse, soit on va être surpris par la beauté du mécanisme, parce qu'il y a des mécanismes qui sont vraiment qui sont ultra décorés, qui sont super beaux. Ah oui, c'est de l'ornementation, c'est du dessin, de la gravure, du... Ouais, voilà, des gravures. Il y a plusieurs techniques de décoration. T'en as appris pendant ta formation ou c'était essentiellement très technique? Oui. Ouais. Alors dans ma formation, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on avait donc les 3000 heures de formation et la réalisation d'une montre école. D'accord. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que c'est la montre que j'ai depuis tout à l'heure là. C'est toi qui l'as faite? Voilà, celle-là, c'est la mienne. Bravo. Alors en fait, ce qui se passe, c'est que on a un cahier des charges qu'il faut remplir parce que sinon, on valide pas la montre. Donc on a un cahier des charges assez précis. Donc on a quoi? Sur cette montre, j'ai dû réaliser donc l'axe du balancier, qui est donc la partie qu'on a vu tout à l'heure, le balancier spiral. Donc il a en fait un axe, encore une fois, pour être entre deux huiliers. Ouais. Il est toujours pris entre la platine et son pont, comme d'habitude. Okay. Donc là-dessus, j'ai réalisé l'axe, j'ai réalisé la tige de remontoir, qui est la tige qui passe à l'intérieur du mécanisme et qui permet de faire soit la mise à l'heure, soit le remontage, remontage de la montre, quoi. Ouais. Et ensuite, on avait toute la décoration. Alors on avait d'autres petits trucs, percer les trous, voilà. Okay. En fait, on partait d'une montre, de ce qu'on appelle une ébauche. Donc on avait les ponts, les roues, mais tout ça une ébauche, quoi. Ça sortait d'usine, c'était pas beau. Ok. Donc de là, on a fait plusieurs choses en termes de décoration. On a fait des traits. Alors je pense que, ma montre école, elle est c'est la W01. J'avais fait un article dessus sur un forum d'horlogerie. Donc logiquement sur internet, si on tape W01, ma W01, ma montre école, ouais. W01,
logiquement, on tombe dessus. D'accord. Donc là, il y a une photo qui est un peu plus détaillée. Donc, pour les gens qui voudront aller voir pour la décoration, ça peut être plus pratique d'avoir un support visuel. Ok. Donc, en fait, sur les ponts, on avait donc c'était des traits tout droits. Donc, je pense que vraiment, ce sera trop. Ouais, c'est trop petit pour qu'on voit. Mais en gros, c'est des traits qui sont tout droits pour donner une espèce d'homogénéité à l'ensemble. Ouais. Ensuite, on a fait le polissage de plusieurs pièces, donc toutes les vis sont polies. Ouais. Donc, on fait ce qu'on appelle un polybloqué ou polynoir. Polynoir. Polybloqué, polynoir et. Polynoir. Ah, il y en a un dernier, je sais plus ce que c'est. Et donc en fait, ça c'est un polymiroir. C'est un poly hyper fin. Ça, c'est juste sur la tête de la vis. Comment ? C'est sur la tête de la vis. Tout à fait, c'est ça. Sur la tête de vis. Donc, tu as un poly qui fait, on va dire polybloqué parce qu'il bloque la lumière d'un seul coup. Ah oui, polymiroir parce qu'on peut te voir dedans. Et polynoir, c'est parce que tant qu'il reçoit pas de lumière, il est noir. Et dès que, tac, il passe à la lumière, il devient tout blanc d'un coup. Donc voilà. Ensuite, sur d'autres roues qui permettent le remontage de la montre, on a fait ce qu'on appelle un soleillage. Donc ça, c'est une technique un petit peu particulière avec un tour. Donc on a notre pièce qui est fixe sur le tour et on a une pièce de l'autre côté quand le tour va venir et que ça va râper en fait contre la pièce. On va mettre un peu de papier abrasif au bout et quand ça va ce papier abrasif, on va le désaxer selon l'axe de rotation. Ouais. Et donc, ça va faire une espèce ça va faire des arrondis sur la pièce. Donc ça, c'est assez sympa. Ok. Je reviens sur... Ah oui, vas-y. La dernière technique, c'est aussi le perlage. Alors ça, on n'a pas fait beaucoup. C'est juste sous le balancier. C'est avec une perceuse à colonne. On a un petit machin abrasif. Et donc, on a la montre qui est en dessous et on va faire descendre la perceuse à colonne d'un coup. Donc, ça va faire un petit rond. Ouais. On se décale un petit peu à côté. On refait un coup à la perceuse à colonne. On redécale. On refait un... Ouais. Et donc, ça fait un petit peu comme des écailles de tortue. D'accord. Un petit peu dans cet esprit-là, quoi. Enfin, pas des écailles de tortue, mais plutôt des écailles de Encore un poisson. travail de tramage, du coup. Qu'est-ce que je veux dire ? Et le poly, tu le fais comment ? À la main, avec une machine ? Alors le poly, tu le fais à la main. Donc normalement, tu as une petite pièce dans laquelle tu viens visser plusieurs vis. Ouais. 3. 3, c'est bien parce que ça te permet d'être quand même bien stable. Et ensuite, tu as une plaque de verre sur laquelle tu mets du papier abrasif. Et tu as du papier abrasif de plusieurs sortes. Alors là, moi, j'en ai, mais je sais plus. Je me souviens plus combien il est, mais on est de l'ordre du micron. Hein. Bah oui, j'imagine. Mais du coup, le polynoir, comment c'est possible ça ? C'est juste tu choisis un papier particulier, ça te donne un polynoir ou non, c'est exact. Non, le polymiroir, polynoir, polybloqué, c'est la même chose, sauf qu'on dit c'est en fonction de ce que tu préfères, tu peux dire ce que tu veux. C'est synonyme. Ah, c'est synonyme, d'accord. Ah oui, c'est la même chose. Je crois que c'était trois choses différentes. Ok, bon, ok. Non. Donc on va passer. On a 50 minutes. On a commencé à 50 minutes. J'ai l'impression qu'on a parce que moi je voulais te parler de l'étanchéité, je voulais te parler du remontoir, de tout ça, mais je pense que ça fera. Vous irez voir. Hein, malheureusement, on peut pas se pencher sur tous les détails de la conception d'une montre. Surtout qu'on n'a pas parlé des outils. Et je pense que. Ouais. Alors les outils. Pas fini. J'ai vu qu'il y avait une question. C'était les 3 outils principaux. Ouais, voilà, on va faire ça. C'est une bonne idée. Donc les 3 outils principaux, c'est vraiment très réducteur. Hein. Mais les 3 outils principaux, ça va être le tournevis. Alors déjà, premièrement, la loupe. Ça c'est. Qui est une loupe. J'imagine que tu tiens pas avec ta main. Alors voilà, c'est une loupe que normalement on vient, qui a une espèce de petit cylindre dans lequel il y a le verre qui est mis dedans. Ouais. Et donc normalement on vient le mettre directement sur son orbite et on est supposé arriver à pincer avec l'orbite, sauf que moi je n'y arrive pas. Ok. Donc c'est un peu la honte, mais bon. Donc moi j'utilise. Ça fait un peu steampunk, c'est rigolo.
Petite spirale, j'avoue encore une spirale, je suis désolé. Alors voilà, c'est un petit ressort en fait. C'est un petit serre-tête en fait, Ouais, voilà. Et on vient mettre derrière la tête et après, paf. D'accord. On a la loupe dessus. Donc moi j'en utilise trois différents. C'est vraiment steampunk à fond la caisse. Oui, c'est ça, c'est complètement ça. Bon, en même temps, l'horlogerie, les steampunk, bon. Ouais, il y a de la cointance. Voilà, je crois. Et donc moi j'en utilise 3 différentes. J'ai une x2, une x4. x2 et x4, ça va être pour le travail. Ouais. Et la x10, c'est pour plutôt le... Enfin, tu travailles pas avec une x10, tu fais tes contrôles. La vie de tous les jours. C'est pour la vie de tous les jours. C'est pour le contrôle vraiment pour vérifier. Est-ce que tu bien viser, est-ce que tu as bien... Voilà. D'accord. Bon, la loupe. Ensuite, je dirais dans l'ordre de... Juste, excuse-moi, est-ce qu'il y a une marque de loupe spéciale horlogerie ou cette loupe peut servir pour les gens qui font du point de croix? Non, ça va servir à tout le monde pour le coup. Moi, la marque c'est Asco. Okay. J'ai chopé ça sur un truc spécialisé d'horlogerie, mais pour le coup, ok. Ça pour les petits travaux, franchement, c'est super. En fait, l'idée c'était est-ce qu'il existe des marques qui sont spécialisées dans les outils pour les horlogers et qui sont des références et que du coup, vous allez tous directement là. Ouais, mais il n'y a pas vraiment de référence. Ça va être franchement fonction du prix et fonction de ce que tu veux, parce qu'après, tu as des loupes de ouf qui vont être aplanétiques, parce que plus tu vas avoir de grossissement et plus ça va déformer l'image. Donc, tu as les loupes qui vont être aplanétiques, donc bien réaplanir l'image. Ok. Et tu as achromatique, et c'est pareil, pour pas, si j'ai bien compris, parce que moi j'en ai pas, parce que ça coûte très cher. Mais qui vont être achromatiques, donc qui permettent de pas avoir, j'imagine, de déformation des couleurs. Ok. Enfin, de déformation des couleurs, ça se dit pas trop, mais différence de teinte, quoi. Et donc voilà. Mais après, ça c'est pour des petites loupes jusqu'à la x10, x12, c'est vraiment pas nécessaire. Après, quand on rentre dans la x25, là, ça devient tellement débile que ouais, je pense que on est obligé d'avoir un truc au moins aplanétique, sinon. Moi, j'en ai utilisé qu'une fois. De x25, alors c'est super, mais bon, ça coûte une fortune, donc... Ok. On reviendra sur le prix des outils à la fin, je pense. Continuons, parce que je pense que ça avait l'air d'être un sujet, donc on reviendra dessus. C'est un sujet délicat. Donc ensuite, on va avoir la Bruxelles. La Bruxelles, c'est une pince qui, pour le coup, a peu de choses à envier à une pince à épiler. Hein. Ouais, on est vraiment sur le même genre de choses, c'est une petite pince à épiler. C'est vraiment de précision parce que la pointe n'est pas plate comme pour les pinces à épiler de pharmacie, mais c'est vraiment une pointe. Voilà. Après, on va en avoir de toutes les formes, toutes les formes, toutes les matières. On va avoir, pour le travail, je dirais, du quotidien. On va avoir les Bruxelles en laiton. Bon, là, je sais pas où j'ai mis la mienne, mais... Ça s'écrit comme la ville de Bruxelles ou c'est... Non, c'est BRU, je crois que c'est CE2L. Ok. S, 2LES. J'ai une intuition, effectivement, que ça s'écrivait pas pareil. D'accord. Et donc, vous en avez plusieurs sortes. Voilà, il y en a plusieurs sortes. Donc, il va y avoir la Bruxelles laiton pour le travail, je dirais, tous les jours, machin. Alors, le laiton, ça va s'abîmer vite, mais bon, les Bruxelles, ça s'entretient. Ouais. Est-ce que dans tous les outils, vous faites un peu attention à tout ce qui peut être électricité statique ou... Oui, tout à fait. Tout à fait. En fait, ça va être particulièrement pour la Bruxelles au Spiro. Donc, qui va être... alors, en général, elles sont par paire, les Bruxelles au Spiro. C'est celle-ci, donc des pinces à épiler très très fines avec le bout très très fin. Donc ça, quand on fait tomber par terre, on est en général dégoûté parce qu'il faut refaire sa lame et tout pour réaffûter régulièrement. Mais ça va être les Bruxelles qui vont permettre de toucher aux spirales qu'on a vues tout à l'heure, donc le spiral du balancier. Donc avec beaucoup de précision et tout ça, des fois ils sont pas plats, il faut les remettre à plat, il faut les réarrondir parce que ils ont pris un choc ou quoi. Ouais. Donc là-dessus, on est sur des Bruxelles on est obligé de l'avoir de l'acier parce que sinon avec du laiton, je pense qu'on serait tout le temps en train de les réaffûter, ce serait l'enfer. Okay. Donc ça c'est pénible parce qu'en fait elles s'aimantent. Alors il existe des Bruxelles qui qui vont pas s'aimanter et tout, mais bon. Donc, quand on est en train de tripoter une petite lame, une toute petite lame avec ces Bruxelles-là, elle va s'aimanter très vite. Donc, on a un petit appareil, en fait, sur lequel on pose la montre, on appuie et ça va désaimanter
D'accord, c'est la montre qui est posée sur un truc qui décharge, donc. Voilà, mais le truc, je peux utiliser aussi, tu vois, quand je vais commencer à travailler sur un spiral, je vais désaimanter mes bruxelles avant et pendant le travail, régulièrement, je les désaimante pour faire le moins de dégâts possible. Ouais, donc l'électricité statique est un ennemi. L'aimantage, ouais, c'est pas notre truc. Ouais. Est-ce que c'est juste parce que c'est chiant ou est-ce que c'est vraiment dramatique? Alors, ça peut être chiant, si tu veux, quand tu es en train de travailler et que ton spiral il est tout le temps en train de se coller, que les lames sont tout le temps en train de se coller et tout, tu feras pas du bon travail, donc au cours du travail, c'est chiant. Après, au niveau du particulier qui va porter sa montre dans le quotidien, si tous les soirs il pose son téléphone et puis il pose sa montre mécanique dessus, c'est sûr qu'au bout d'un moment elle va s'arrêter et il faudra l'emmener chez un horloger qui va la désaimanter. Donc ça peut être dramatique, toute proportion gardée, mais ça peut être endommager la montre quand même. Alors ça peut l'arrêter, après on n'est pas sur quelque chose de dramatique non plus. Ok. Enfin, les horlogers, généralement, quand il s'agit d'un désaimantage, il n'y a pas de facture. Ok, bon. Ça c'est cool. Et donc le troisième outil, c'est très frustrant. Et donc le troisième outil, il en faut beaucoup plus à mon avis, mais bon. Ah oui, oui. Parce que avec tout ça, je fais rien. J'imagine. Voilà. C'est clair qu'une loupe. Mais le troisième outil, ça va être le tournevis de précision. Ouais. Donc c'est un petit tournevis, je sais pas combien il mesure, 15 cm, je sais pas. Je suis un peu nulle. On dirait un clou. Hein. Ça ressemble à un clou. En fait, la tête, excuse-moi, mets-le un petit peu plus devant toi parce que du coup, comme les bords de ta caméra sont coupés, voilà. C'est ça. Hop. Là, on te voit. Donc là, en fait, ici, ça tourne, ce qui permet de tenir le tournevis avec le doigt au-dessus et de faire tourner avec ses autres doigts. Voilà. Donc ça, c'est du tournevis de précision. Donc celui-là, c'est le deuxième plus gros de ma boîte. D'accord. Parce que le plus petit, il fait... Oh là là, oui. Il fait il fait un demi-millimètre de large au niveau de... Donc ça va être vraiment pour les toutes petites vis. Ouais, d'accord. Je l'utilise très peu souvent. La marque, c'est quoi? Tu sais? Alors là, la marque, c'est Bergeon. Donc oui, ça c'est un fournisseur assez important, fournisseur suisse. D'accord. Donc c'est une bonne marque. Bergeon, ça va être la marque un peu... de référence. Un peu la marque de référence. Et donc des tournevis comme ça, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, j'en ai 10. Avec différentes tailles. Et tu arrives à tout faire avec des tournevis cruciformes ou plats? Alors c'est des tournevis plats. Généralement, c'est des tournevis plats. Après, de temps en temps, ça va être plus sur les montres récentes qu'on va avoir du cruciforme, mais jamais de trucs bizarres, des torques, des hexagones, des machins chelous. Non. Ok. Ça, à part chez Apple, j'imagine, mais bon. Oui, après voilà, je pense que. Bon, mais ça, je fais pas. Tu fais pas, montre Apple, évidemment. Qui devait avoir des trous de vis en forme de pomme, enfin un truc absurde pour que tu puisses pas le démonter. C'est rigolo. Mais non, il n'y a pas. Alors le cruciforme, c'est pareil. Le cruciforme, là, moi, je suis en train de faire je suis en train de budgéter parce que je compte ouvrir mon atelier, mais. Parlons de ça, du prix des outils. Alors le prix des outils. C'est super bizarre. Moi, j'arrive pas trop à comprendre. Il y a des trucs où on se dit, tiens, ça devrait coûter... Enfin, j'arrive pas à me faire une idée du prix parce que c'est toujours l'enfer. Ça va toujours être super cher ou bizarrement très peu cher. Ouais. Donc, les Bruxelles, généralement, ça coûte pas trop cher. On est aux alentours de... Je dirais pour de la Bruxelles de qualité, on va être peut-être aux alentours de 10 €. Ouais. Et puis, des fois, les Bruxelles au Spiro, ça va être un peu plus cher. Après, une boîte de tournevis, une boîte d'une dizaine de tournevis de précision de qualité, ça va être aux alentours de entre 150 et 200 €. Ok. Donc, ça va. Sur la durée, je pense que tu les rentabilises très vite. Oui, et puis en plus, après, tes tournevis, ils sont là, tu changes la lame quand tu as un souci, tu affûtes ta lame, tu changes quand tu n'as plus assez de lame, et puis, mais tu changes pas le tournevis. En lui-même, le tournevis, il y a une petite vis sur le côté qui permet d'enlever la lame, donc le tournevis, il est fait pour durer. D'accord. Ça, y a pas de souci. Ensuite, il y a des trucs qui vont coûter une blinde. Ça va être ce qu'on appelle un huilier.
Donc c'est l'endroit en fait où on va stocker nos huiles. C'est une espèce de petite plaque en fonte sur laquelle il y a des petits Des petits clapets qui s'ouvrent, des petites boîtes. Voilà, il y a des petits clapets avec des petites boîtes à l'intérieur et donc on met un tout petit peu d'huile dans une espèce de truc en agate. C'est une agate avec un petit réceptacle dedans. Okay. Donc on met un tout petit peu d'huile dedans. Et alors cet engin-là, il coûte super cher. Je me souviens plus combien je l'avais payé parce que je l'ai acheté quand j'étais à l'école. Mais c'est juste, on se dit, c'est juste un truc avec des clapets, quoi. Il y a rien d'exceptionnel. Y a les agates peut-être. Ouais, peut-être, mais c'est. Parce que les agates, elles doivent être polies, machin truc, je sais pas quoi. Parce qu'en fait, c'est pas pour ranger les huiliers, c'est pour les huiler, les optimiser avant de les utiliser. Alors, ça, c'est pour mettre tes huiles. C'est un truc où, tu vois, j'ai mes huiles qui sont marquées dessus, Molly, HP, 94, 15, 90, 10. C'est juste un truc où, à l'intérieur, dans le trou, j'ai un petit peu d'huile qui est dedans. Et qui m'aide donc de temps en temps, tu vas mettre un huilier dedans, c'est ça? Non, je vais prendre avec un pic-huile. Oh. Une petite, c'est un petit objet avec genre une mini cuillère, quoi. Ouais. Genre une mini cuillère d'un dixième de millimètre, je sais pas, je me rends pas compte. Non, peut-être un peu plus gros quand même. Toute petite. Mais c'est une mini cuillère. Je vais choper de l'huile avec cette petite cuillère et puis aller dans le rubis. Le mettre dedans. Ah, d'accord, ok. À aucun moment tu prends le rubis pour le mettre dans la boîte. C'est juste une boîte pour mettre les huiles. D'accord. Et, voilà. Et donc il y a plusieurs huiles différentes. Ouais, il y a plusieurs huiles différentes. Là, si je prends que ce que j'ai dans mon établi, et encore j'ai pas tout. Alors j'ai de l'huile à pendule. Ouais. Ça c'est une grosse huile, ça s'appelle la jurassienne. C'est une grosse huile. C'est une huile pour toute la pendule. D'accord. Ensuite, là, j'ai une huile pour les roues. Huile pour roue de centre et roue de moyenne. Ouais. Utilisée aussi sur le barillet. Ok. Ensuite, là, j'ai une graisse pour l'intérieur du barillet. Là, j'ai quoi? Alors, celle-là, c'est quoi? En fait, c'est des huiles. La différence entre toutes ces huiles, c'est quoi? C'est qu'elles sont plus ou moins collantes, plus ou moins. Elles sont plus ou moins fines. Là, j'ai une petite huile pour les palettes de l'encre. Ouais. Elles sont plus ou moins fines. Donc, en fait, tu vas pas utiliser les mêmes huiles en fonction de la vitesse à laquelle ta roue tourne. Ah oui, d'accord. Okay. Alors, j'ai cette huile-là qui est la plus chère, je crois, de l'établi, qui ça m'a coûté donc une petite fiole de, je sais pas, ils mettent pas le millilitre dessus. Oui, voilà. C'est 2 millilitres, voilà. 2 millilitres dans la petite fiole, ça m'a coûté 70 €. Ok. Voilà. Okay, donc, super. Et du coup, elle est dans un petit bocal avec de la mousse. Mais je vois pas pourquoi. C'est pas les huiles qui définissent la vitesse à laquelle tourne la roue. Pourquoi il faut mettre une huile différente? Alors en fait, il faudra une huile assez fine pour que ça tourne, pour pas que ça. C'est une huile fine dans les rouages qui tournent rapidement et une huile moins fine pour les rouages qui tournent moins rapidement. Ouais. Bon. Okay. Et après, donc en fait, quand tu as de la friction, ça va être une huile, et quand tu as du contact, ça va être une graisse, parce qu'il y a tout le côté cadran qu'on n'a pas vu, qui est vraiment assez compliqué, mais tout le côté derrière le cadran, il y a tout le système de mise à l'heure et de remontage, qui lui va fonctionner beaucoup par contact, des contacts entre les pièces. Donc là, on va mettre une graisse plutôt. D'accord, ok. J'ai vraiment l'impression qu'on va vraiment frôler, je sais plus. Frôler le sujet, on va, je sais plus le mot, tout simplement. Effrolerer le sujet. Ouais, je pense que c'est pas mal. Ok, bah on va effrolerer alors le sujet. Si tu veux le faire en 2 épisodes, on le fait en 2 épisodes. Bah, peut-être que je te recevrai dans quelques temps, mais donc là, on va continuer parce que après tout, enfin, je sais pas, tu es pressé toi ou pas? Ah non, moi j'ai. Bon bah continuons. Tu as tout ton temps, hein, finalement. Les outils, bon, allez, rajoute-moi 2 outils là, quand même. 2 outils. Qu'est-ce qu'on va avoir un petit peu de... Il y a un outil, tiens, qui peut être intéressant. C'est l'étau, alors on appelle ça un porte-mouvement. C'est un petit étau sur lequel on va mettre les montres, en fait.
C'est un petit étau qu'on utilise quand on est en train de travailler sur la montre. Donc on vient mettre notre mouvement et puis on serre. Donc pour ceux qui regardent, je montre. Donc ça s'appelle un porte-mouvement et donc on a une petite vis. Voilà, ça vient caler la montre dedans. Pour la stabiliser, très bien. C'est un voilà, pour ensuite on pour se pose dessus puis on peut travailler. Ok. Après, qu'est-ce qu'il y a d'un petit peu funky je sais pas, j'ai une. Qu'est-ce que je pourrais avoir de sympa? T'as pas les petits marteaux pour en chasser là, ou les tasseaux ou les... Voilà. Donc ça, c'est une potence. Oh, ça ressemble à une sorte de petit microscope. Potence. Ça ressemble à une sorte de quoi? De petit microscope. Oui, voilà, c'est vrai, ça y ressemble. Donc ça, c'est une potence. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en horlogerie, on est bardé de potences. On a des potences pour tout et n'importe quoi. D'accord. Donc, il y a les potences pour les verres, il y a les potences pour les bouchons de pendule, il y a les potences pour... on a une chier de potences. Ouais. Donc ça, c'est une potence pour régler les huiliers en rubis. Parce qu'en fait, on peut régler les jeux. Donc la roue, elle est plus ou moins d'espace pour bouger en hauteur. D'accord. Donc on va les régler. Alors on a des jeux, il y a des jeux qui sont tolérés. Alors ça va être essentiellement utilisé quand on est sur de la fabrication, sur la réparation. Mis à part si on change un rubis, ça va permettre de pouvoir changer les rubis. Ça va permettre de pouvoir les régler en hauteur. Donc, mais ça s'utilise quand même assez rarement. Donc là, en fait, le principe, c'est que c'est une potence. On a des petits, j'ai tasseau. Donc j'ai un tasseau en bas. Ouais. Je peux mettre. J'ai toute une sélection de tasseaux, j'en ai plein. Ouais. En fonction de la taille du rubis, on va choisir celui qui convient. Donc j'ai un tasseau en haut, un tasseau en bas, et donc on vient. Ça ressemble à un truc pour faire des rivets, quoi. Ouais, ça ressemble vraiment. Des fois, on peut même river des roues avec ça. Hein. Ouais, ok. Et donc là, au lieu de taper, on a une petite vis micrométrique au-dessus qui nous permet de gérer la pénétration du rubis. Donc ça, c'est surtout au moment où tu mets le rubis, en fait. Comment ? C'est au moment où tu mets le rubis que tu fais ça, en fait. Voilà, c'est au moment où tu le mets en place. Mais ça, c'est le rubis, on l'enlève jamais. Quand on fait une révision classique, on n'enlève jamais le rubis. Le rubis. Sauf s'il est cassé. Où là, il faudra le remplacer. Mais sinon, et ça m'a coûté 400 €. Ah! Voilà. Mais pourquoi? Pour faire une idée. Franchement, ça a pas l'air d'être ouf. 400 € d'occasion. Hein. Oh, mais pourquoi? Tu sais pas? Parce que ça vient de Suisse. Ah ouais, c'est un instrument de précision après. Mais c'est vrai que ça paye pas de mine, quand même, comme ça. Après, on voit que les matériaux sont les bons, enfin que c'est un bel outil ancien. Donc ça, c'est. Alors non, il est pas ancien. Ah bon? Non, il est pas ancien. Non, pas du tout. Le petit côté, je sais pas comment on appelle ça, ce qui recouvre en verre. Ça fait un peu old school, je trouve. C'est comme ça en fait que beaucoup de nos outils sont recouverts. Ouais. Hein. Ouais. Toutes les potences, beaucoup, elles vont être recouvertes comme ça d'une espèce de... Donc c'est même pas le côté vintage qui le rend cher, c'est vraiment que c'est un outil de précision. Bon, après peut-être que c'est pas fabriqué, c'est peut-être pas des grosses productions, donc peut-être que ça augmente le prix. Je pense que ça joue, ouais. Le problème de la production qui est quand même assez réduite. Ouais. Et ça m'a coûté une petite fortune. Après, elle est complète, donc le set est complet, donc c'est... Et puis tu risques de faire toute ta vie avec? Voilà, bon. Si je le fais pas, c'est vraiment... Tu es une sauvage. Ouais, voilà. Tu es ensauvagée. Voilà. Donc... Pas trop de sauvagement, je pense que ça va. Tout à l'heure, tu disais que tu affûtes tes outils, donc en plus de ton métier d'horlogère, il faut que tu entretiennes tes outils. Ça fait partie du boulot. Oui, mais le truc, c'est que ton entretien des outils, il se fait en même temps que tu travailles. Parce que normalement, tu vas ressortir, tu vas utiliser ton tournevis, tu l'utilises une fois, deux fois, trois fois, tu vas commencer à voir que ta lame, elle est un peu rayée et tout. Tu sors ta pierre à affûter et puis t'affûtes. Ok, voilà. Comme un menuisier, comme beaucoup de boulot manuel ou d'artisan, tu affûtes. C'est ça. Voilà, c'est pas le matin, je prends 2 heures pour régler mes outils et non, c'est en permanence. Okay. Alors c'est ce qu'on faisait à l'école en première année. Pendant quelques mois, tous les matins, il y avait 1 heure d'affûtage obligatoire. Après, il fallait aller montrer ses outils au prof et qui te validait ou qui te validait pas. Ah oui, donc c'est vraiment important. 1 heure par jour.
C'est que ça Ouais, fait il me semble que vraiment c'était 1 heure. Hein. Bon, ça Ouais. commence à remonter, donc je me souviens plus, mais il me semble que c'était 1 heure, C'est... 1 heure ou peut-être une demi-heure, mais enfin, je me souviens que c'était long quand même, ouais. Mais Jusqu'à ce qu'on apprenne à affûter correctement nos outils, ouais. Donc t'affûtes les Bruxelles, t'affûtes les tournevis, t'affûtes... Bah, c'est tout. Ok, bon, C'est 1 tout heure ce qu'il y a à de Bruxelles et de tournevis. Ah, les burins aussi. Ah Les ouais? burins. Parce qu'on fait du tour aussi, donc on affûtait, bah oui, c'est surtout les burins qu'on affûtait en fait une fois qu'on a appris à bien faire les burins, après on nous a laissé libre cours sur nos tournevis et nos Bruxelles, mais c'était ouais, les 6 premiers mois, je crois, de la formation étaient consacrés à du tournage, donc tous les matins c'était affûtage des burins. Ok, bon. Ça va faire bizarre sur un emploi du temps. 1 heure d'affûtage de burin, mais ok. Est-ce que les outils sont les mêmes qu'il y a 100 ans? Je pense que pour la plupart, ça a pas trop évolué. Après, ce qui va évoluer, ça va être, tu vois, par exemple, là, j'ai un outil qui permet de mettre les aiguilles. Donc, c'est une espèce de petit tube. Puis, de chaque côté, j'ai un petit tube en plastique où il y a des petits trous. Donc, ça permet de poser les aiguilles, de les fixer en appuyant dessus. Bon, bah, ça, maintenant, c'est en plastique. Avant, c'était en laiton, je pense, tu vois. Tu sais comment s'appelle l'outil? Un outil à chasser les aiguilles. Ok. Vous chassez beaucoup, hein. On chasse beaucoup. Et donc, est-ce que vous utilisez des outils qui se branchent sur le secteur? Oui. Alors, les outils qui vont se brancher sur le secteur, ça va être certains tours. Il y a des tours il y a les tours à entraînement électrique et les tours à entraînement manuel. Ensuite, les outils au désaimantage. Ouais. Des perceuses, peut-être? Ouais, bah ça va être vraiment quand tu fais de la fabrication. Dans la révision en elle-même, t'as pas ce genre de truc. Après, il y a les machines à laver les montres. Qui vont être Non, mais c'est vrai. Ok, je te crois. Ça ressemble à quoi une machine à laver une montre? Tout le monde rigole quand je dis que je vais m'acheter une machine à laver, mais alors ça ressemble à un gros caisson, je sais pas moi je saurais pas te dire exactement la taille, mais peut-être 1 mètre, 1 mètre sur 1 mètre, un gros cube. Une machine à laver, quoi. Ouais, voilà. Même plus gros d'ailleurs. C'est un petit peu plus petit. Et donc à l'intérieur, t'as des comment je dirais t'as des cuves. Ouais. Et donc maintenant, tu as des machines tout automatiques. Donc tu vas fixer un truc qui pendouille, tu vas fixer tes paniers avec toutes tes pièces détachées de la montre que tu veux nettoyer. Tu vas fixer des petits paniers et puis après tu lances un programme et puis la machine elle fait elle vient mettre dans la cuve de tel produit. Donc dans l'ordre, c'est si je ne m'abuse, c'est attends, tu commences par un produit à laver les montres. Enfin, c'est des produits qui sont hyper toxiques et tout. C'est un peu abusé. J'aimerais bien que ça bouge un petit peu de ce côté-là, qu'on ait des trucs un peu plus écologiques. Un peu plus écologiques, quoi. Ouais. Donc, elle va faire un premier bain, et puis il y a un deuxième bain avec le même produit, mais il est un peu plus propre. Et puis il y a un 3e bain, un 4e bain, et puis à la fin c'est le séchage. Donc t'as plusieurs bains de trucs, mais. Mais ça, tu laves une montre à chaque fois? Ouais. Ah la vache, c'est très gros pour une montre. Ouais, mais puis ça c'est pareil, ça coûte une fortune. Là, j'avais regardé celle que j'avais vue, elle était à 4 000 €, un truc comme ça. Non, de-delà. Non, mais voilà, moi ça je vais pas. Après, tu vas avoir simplement le benzinier qui va être un petit coup de brosse à dents. Un petit truc qui ressemble un peu à un sucrier finalement, où tu vas mettre ton essence et puis tu peux très bien nettoyer juste à la main. D'accord, avec une petite brosse ou juste. Ouais, voilà, avec un pinceau. Un pinceau avec des poils un peu rigides, ça marche très bien. Hein. Moi, c'est un pinceau que j'ai acheté dans le commerce à Swadport. Voilà, pas très vegan. D'accord. Qu'est-ce que je veux dire? Tu vois quand même la différence entre un lavage à la main et un lavage à la machine? Ah bah le lavage en machine, il est meilleur, ça c'est sûr. Nickel, ok. Et ça dure combien de temps un lavage de montre? Un cycle, je sais plus, ça doit être 20 minutes, un truc comme ça. Ok, bon bah c'est pas très long en fait. Non, mais généralement en fait le truc c'est que toi t'as démonté ta montre, tu la mets à la machine à laver et puis quand elle est en train de tourner, tu t'en fais une autre en fait. Ouais, bien sûr.
t'as jamais de temps mort, donc voilà quoi. Sauf si t'as envie de te prendre une pause avec tes collègues, mais ça, faut pas le dire. Faut pas le dire au patron. Mais tu seras ta propre patronne de toute façon. Ouais, j'ai bien compris. T'essaies de monter ton propre atelier, c'est ça? Comment? T'essaies de monter ton propre atelier en ce moment, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok. C'est ça. Donc là, c'est des investissements pour le moment. Alors, c'est des investissements. Là, j'ai vu la comptable la semaine dernière. Elle m'a demandé de refaire un peu mieux mon tableau avec tous mes prix et tout machin. Donc là, je suis en train de revoir, réaffiner et tout. Et je suis encore en train de me dire quoi, mais ça coûte cette thune-là, mais c'est incroyable. Ouais. Donc. Bon, bah, bon courage en tout cas pour ça. Ouais, voilà. Sinon, ce qui se branche sur secteur, il y avait quoi d'autre? Ah oui, il y a une machine qui est super intéressante. Ça s'appelle un chronocomparateur. Donc en fait, c'est une machine, on va la mettre la montre sur une espèce de pince micro. Et la machine va écouter le tic-tac de la montre et donc va en déduire en fait l'avance ou le retard qu'elle va prendre sur une journée. Et donc, voilà. Tu peux vraiment beaucoup influer sur ce réglage-là, toi? Qu'est-ce que tu peux faire concrètement sur la montre? Oui, parce qu'en fait, à l'endroit où on a le balancier, on a un truc qu'on appelle la flèche qui permet de pincer le balancier à certains endroits. Et donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, la longueur active. Plus le balancier va être pincé court, plus il va prendre de l'avance. Plus il va être pincé, plus on va lui laisser de la longueur, pincé au plus loin, et plus il va prendre du retard. Et c'est là qu'on règle une montre. Comment? C'est là que tu règles la montre. C'est à ce moment-là qu'on fait le réglage. Mais le réglage, c'est vraiment ma partie préférée parce qu'il y a plein d'autres trucs que tu peux faire. C'est génial, mais c'est ça le truc, c'est que c'est le genre de choses qu'on fait énormément à l'école pour être super rodé, mais quand on arrive en entreprise, c'est vrai que tout ce talent-là, on n'a pas l'occasion de trop l'exploiter. Ok. Et ouais, du coup, c'est pas à l'oreille, c'est pas à l'œil ni à l'oreille, c'est vraiment une machine qui vous est... Bon, ça par contre, c'est peut-être quelque chose qui n'existait pas il y a 50 ans. Alors non, ça n'existait pas. En fait, ce qu'il faisait, c'est qu'il faisait... Cette machine-là, elle permet de gagner du temps parce qu'elle va extrapoler le tic-tac sur une journée. Oui. Mais sinon, on va avoir notre horloge de référence. On va se dire, on a dans l'atelier, on va avoir une horloge de référence, on sait qu'elle règle bien, on garde toujours l'heure sur ce truc-là. Et donc, on va régler la montre qu'on est en train de réparer, qu'on a fini de réparer, on la règle pile poil à l'heure de cette horloge de référence. Mm-hmm. Et donc, on repasse le lendemain à la même heure et puis on voit si elle a pris comme une avance ou pas. Plus on vérifie sur une période longue, plus on pourra régler précisément. Ouais, mais alors dans la mesure où une montre mécanique, elle va être remontée tous les jours, il faut qu'elle tienne une journée. D'accord. T'as pas besoin d'avoir un truc qui va durer sur 3 semaines. C'est une question qu'on me posait sur Discord. Tu me parles d'horloge de référence, mais comment je la règle, mon horloge de référence? Est-ce qu'il y a une référence mondiale que vous utilisez dans votre métier? Parce qu'il y en a une, je pense, enfin pour les scientifiques, mais est-ce que vous avez un référence? Si tu ouvres ta boutique et t'as pas d'horloge de référence, comment tu fais? Je prends mon téléphone, parce que finalement mon téléphone il est relié à Internet, donc oui. Voilà. Non mais c'est vrai, hein. Oui. Il y a eu une époque où c'était intéressant, où les gens allaient les gens ils se référaient à la pendule qui était sur le beffroi ou sur l'église ou quoi, parce que c'était les horloges de référence, ou à la gare. Ouais. Mais du coup, c'est pareil, du coup, qui a réglé l'horloge de la gare et comment? Est-ce que l'horloge de la gare s'est réglée sur l'horloge du beffroi, qui s'est réglée sur l'église d'à côté, du village d'à côté? Est-ce que ça s'est fait comme ça? Ou est-ce qu'il y a quand même quelque part quelqu'un qui définit ce qu'est une seconde en permanence? Alors, il y avait à l'époque, il y avait. Alors, je parle de ça, c'est avant tout ce qui va être Internet et compagnie. Ouais. L'électrification, disons. Je suis pas très très sûre de moi, mais il y avait l'observatoire du temps ou je sais pas quoi à Paris là. Okay. Des mesures et du temps, et donc c'est à ce moment-là que. Ouais, bon, c'est à cet endroit-là que c'est clair. Ouais, peut-être que je vais un peu trop loin et que là on demandera à un physicien. Ouais, voilà. Mais du coup, non, toi tu me confirmes que tu regardes sur Internet et tu essaies de. Voilà. Ou sur ton horloge de référence. Voilà. Moi, je regarde sur mon téléphone. Après, ma montre école est très précise, donc je sais que si je l'ai réglée, si je la laisse tourner tout le temps,
Si je la remonte régulièrement, je peux m'en servir comme horloge de référence. D'accord. Elle, il n'y a pas de souci. Donc peut-être qu'à la fin de ta carrière, tu régleras encore les montres que tu utilises sur l'horloge que tu utilisais pendant tes études, alors. Si tu penses à l'art. Bah ouais, faut espérer quoi. Faut espérer. Après, j'ai vu toutes les décorations qu'elle a dessus et tout ça. J'ai vraiment pas hâte de faire la révision parce que je vais avoir vraiment une révision d'une montre, c'est à peu près entre 5 à 10 ans. Donc là, celle que j'ai, elle a 5 ans. Donc j'ai un petit peu peur du jour où je vais devoir faire la révision. Hein. Pourquoi ? Parce que parce que toute les décoration est faite sur des matériaux qui rayent facilement et du coup va falloir que tu la il va falloir que je sois très calme. Parce que la révision, ça veut dire quoi ? On démonte tout ? On la met à la machine à laver ? Alors révision. Ouais, c'est ça. Ah ouais. Démontage complet, nettoyage, remontage complet, huilage, lubrification et puis voilà. Ah, c'est un événement. Quand c'est une montre que... Pour elle, ce sera un événement. Voilà. Moi aussi, je pense, le jour où je vais faire celle-là. Mais sinon, après, moi, des révisions, j'en fais... Mes montres, je les révise régulièrement, tout ça. Oui, non, mais j'entendais dans la vie d'une montre, c'est un événement. Elle se fait complètement désosser et passer à la machine et remonter. Ouais, c'est pas juste tu touilles un peu avec un bout de bois pour voir si ça tient. Non, c'est plus sérieux. Non. Okay. On va changer toutes les huiles. Et puis le truc, c'est que c'est même assez invasif parce que... on va dire tous les 5 à 10 ans, moi je suis plus d'avis de dire aux gens, tant qu'elle a pas de problème, laissez 10 ans, parce que si toi tu décides, ouais, je veux que ma montre elle soit tout le temps au top et je veux la faire réviser tous les 2 ans, bah non, c'est invasif, la montre elle va... Oui, d'accord. C'est pas un travail anecdotique, si tu veux, j'avais un de mes profs qui disait que la casse et la perte de pièces est quelque chose de commun dans notre métier. Donc c'est vrai que quand on n'a pas les pièces pour remplacer et tout, faut pas que les révisions elles arrivent trop souvent parce qu'à chaque fois qu'on démonte, il y a le risque est là, le risque est présent. Est-ce que c'est un métier stressant du coup ? Ça dépend. Moi, j'ai pas travaillé dans des endroits où c'était vraiment où j'avais vraiment des pièces extraordinaires, mais oui, il y a des jours quand tu sais que la pièce, tu pourras pas la remplacer, que tu as un travail sur un spiral à faire et que tu sais que tu pourras pas la remplacer la pièce s'il y a une casse, à ce moment-là, t'es un peu dans le stress, t'es pas super bien. Donc généralement, moi, à ce moment-là, je vais mettre de la musique, je vais essayer de me mettre dans des conditions un peu calmes. Après, méditation, pleine conscience et on y va. C'est extrêmement méditatif, donc il y a des moments quand t'es dedans, mais il suffit d'un truc, tu vas avoir une vis qui tombe par terre et là tu sais qu'il faut que tu ailles la ramasser tout de suite parce que sinon tu la retrouveras plus après. Ouais. Et ça te pète ton mojo très facilement, donc ça c'est pas cool. Après, moi j'ai pas travaillé avec des montres d'exception, mais j'ai par exemple un de mes anciens camarades qui travaille dans une marque de haute horlogerie. Une fois il a rayé un cadran tout or. La facture était de 12 000 euros. Wow. Ah oui. Ouais, voilà. Donc il a rayé. Alors attention, c'est ça qui est magnifique, c'est qu'il a dû changer le cadran, alors que la raye, elle se voit pas à l'œil nu, elle ne se voit qu'à partir de la loupe x12. Est-ce qu'il a le droit de garder le cadran un peu rayé ? Non, ils n'ont pas gardé. C'est parti à la fonte après, tu vois. Oui, bon, ils l'ont fondu. Ils n'ont pas jeté à la poubelle quand même. Pourquoi vous n'avez pas un sol entièrement en cuvette, comme ça, dès qu'il y a un truc qui tombe, il est au milieu de la pièce ? On tomberait dedans aussi. Oui. Non, généralement, le sol, moi, ce que j'ai vu dans tous les ateliers, c'était du lino, pour éviter que, justement... ça aille entre les lattes de plancher ou dans le carreau. Voilà, que ça aille dans des rainures ou des trucs comme ça. Et puis même si ta Bruxelles, elle va tomber, elle a plus de chances de se planter dans le lino que de se raboter le... Oui, le lino, c'est un peu le bout de la lame. Effectivement, oui. Et on est allé voir jusqu'au revêtement du sol des horlogers. Franchement, c'est exactement pour ça que je fais cette émission. Donc il faut mieux avoir un sol mou, pas de la moquette parce que c'est chiant pour retrouver les trucs et puis en plus c'est chargé électriquement, mais ouais, mettez du lino. C'est le cadre de travail, généralement t'es tout seul, généralement, ou non, ça arrive qu'il y ait des ateliers avec 5 personnes en même temps dans la même pièce.
Bah moi, les 2 boulots que j'ai faits, à chaque fois, j'étais pas seule. Le premier, c'était dans les Galeries Lafayette de Nantes. C'était un CDD, hein, j'étais pas très très impliquée. Et puis t'es dans les Galeries Lafayette, c'est vraiment pas le top. Là, franchement, les conditions de travail étaient littéralement. Mais comme tu vas essentiellement changer de la pile et tu fais pas des trucs très précis, donc ça va. Tu peux être dans, c'est relou, mais ça va. Et sinon, dans mon ancienne autre taf, on était à 2 avec ma collègue horlogère, on était toutes les 2 et puis voilà quoi. Après, ça va. Tout le monde va pas avoir la même façon de se concentrer. Hein. Moi, je peux travailler avec de la musique. Moi, faut juste pas qu'il y ait quelqu'un qui arrive derrière moi et qui me parle d'un coup. Ça va être plus ça quoi. Ok. Bon, du coup, il n'y a pas de cadre de travail défini pour les horlogers. Ça peut être assez divers. Ouais, ça peut être divers. Après, ce qu'il faut, c'est être dans un endroit qui est pas trop poussiéreux, avoir une bonne luminosité quand même, parce que lumière, c'est vrai que ça, oui. Une bonne vue. Ouais, une bonne vue. Moi, j'ai une vue complètement pourrie. Hein. Là, j'ai des lentilles, mais mes verres, c'est des vrais culs de bouteille, donc il y a pas. Ok. Une vue qui est corrigée, corrigeable. Ça va. On va dire. Donc voilà. Mais après, voilà, bonne lumière. Et puis trouver après au niveau personnel comment l'attitude qu'il faut avoir, c'est si t'as pas de goût à ça et que tu pètes un câble sur le moindre petit truc à faire dès qu'il faut corriger un mini truc, enfin s'il y a pas un minimum de patience, c'est vrai que c'est compliqué. Après, je pense que la patience, c'est comme tout, ça s'apprend. Ouais. Donc moi j'étais pas vraiment quelqu'un de patient avant l'école et puis j'ai appris à être patiente, j'ai appris à pas dans la vie de tous les jours, je peux être quelqu'un d'assez nerveux, quelqu'un d'assez qui peut s'énerver au quart de tour et tout. Par contre quand je suis sur une montre, ça va. Okay. Après si elle fait plein de trucs qui me font doucement chier, je préfère m'arrêter. Oui, vaut mieux pour la montre, je pense. C'est ça le truc, c'est qu'il faut savoir s'arrêter, en fait. C'est le mieux est l'ennemi du bien. C'est une des phrases qu'on a appris. Allez expliquer ça au patron. Et Voilà, au prof, pour le coup. Ouais. Le mieux est l'ennemi du bien. Et quand tu sens que ça va pas, faut pas hésiter à sortir, de prendre l'air, prendre une boisson, enfin aller s'aérer. Ça, c'est un petit peu le truc qui est compliqué quand tu bosses en entreprise, c'est que ou quand c'est vraiment dans des entreprises d'horlogerie prestigieuses, c'est que eux, ils vont comprendre, ils savent ce que c'est qu'un horloger. Par contre, quand t'es dans une petite boutique où au-dessus de toi c'est un manager, tu vas lui dire là il faut que je sorte, voilà, c'est pas possible, j'ai besoin de voir avec parce que tu vois toute la journée avec une profondeur de 5 cm. Ouais. Il y a un moment, t'as envie de voir loin, t'as envie d'aller dans la rue et de faire conseillé médicalement hein, de porter son regard. Long, c'est ça. Ouais, même quand on a son regard sur un écran toute la journée, il est conseillé toutes les 20 minutes de regarder à plus de 5 mètres devant soi pour habituer son regard. Puis, et ça, c'est compliqué quand le patron il dit ah non, vous sortirez pas de la boutique, vous allez pas dans la rue. Bah oui. Parce que le patron il a peur que tu fumes et que tu reviennes en sentant la cigarette et donc voilà. Okay. Donc en fait, moi j'ai perdu sur mon ancien emploi. J'avais refait la révision de mes yeux juste avant. Quand je suis partie, mes yeux j'avais perdu encore. Ah, d'accord. Des dizaines. Au fait, d'accord. Donc sur la question de santé, oui, c'est les yeux qui peuvent morfler un peu, quoi. Ouais. Les doigts peut-être ? Est-ce que il y a des... Non, les doigts ça va. Les vieux horlogers, ils ont pas de l'arthrose ou je sais pas quoi ou des... Pas pour le coup, pas à ma connaissance. Okay. Ils sont pas tous, ils ont pas la nuque brisée, ils ont pas le dos recourbé, ils ont. Alors pour ça, on a un établi qui est spécial. Là, pour le coup, le niveau de mon établi, c'est vraiment le niveau où je suis, là où sont posés mes bras. D'accord. C'est le niveau de mon établi. On a la tête juste au-dessus de ce qu'on a, donc l'établi. En fait, moi, j'ai mon établi, c'est un établi qu'un pote m'a fait. Ouais. C'est un bureau normal sur lequel est posé une espèce de gros parallélépipède là, une espèce de caisse et avec des petits repose-coudes. Ok. Et donc, ça me permet d'être vraiment à ce niveau-là. Confortable et pas trop fatigué. Ok. Donc, tu ne te pas trop la nuque en fait. Après, ce qui est bien, c'est d'avoir une chaise réglable.
On a quasiment une vue subjective de montre sur ton visage. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouvrage, ça je verrai en dernier. Ici, parce que bon, là j'ai peur d'ouvrir une boîte de Pandore, mais bon. Apparemment, les montres à quartz, c'est aussi mécanique. Alors, il y a une partie... en fait, le montre à quartz, il y a un quartz, un circuit intégré, et ensuite, tout ce qui va être transmission, pas transmission, mais... Enfin, tout ce qui va être derrière les aiguilles qui vont porter... Enfin, c'est dur de parler. Les roues vont porter les aiguilles. T'as encore des roues qui vont compter, qui vont faire le même travail que sur la montre mécanique finalement. Et du coup, les roues, elles vont faire quoi? Alors, oulala, le quartz, il fait quoi en fait? Alors, le quartz, en fait, ça va être le régulateur. Pour le coup, le quartz, il vibre. Alors on va lui envoyer un petit peu d'énergie et il va vibrer. Si je me rappelle bien, il vibre à 32 768 Hz. Donc, il est taillé d'une certaine façon qui va lui permettre de vibrer à cette fréquence-là. C'est ouf ça, je n'avais jamais pensé à ça. Donc c'est un minéral, tu le tailles d'une certaine façon, si tu lui envoies un courant, il va vibrer à une fréquence particulière. Voilà. Ok, du coup je découvre vraiment quelque chose. Et donc on s'appuie sur cette fréquence parce qu'on la connaît pour faire une montre qui fonctionne à un rythme particulier. Et donc il va vibrer et donc c'est l'organe régulateur et il va enclencher un mécanisme. C'est lui qui enclenche le mécanisme. Et donc ensuite derrière il envoie une information. Ouais. On est exactement sur la même chose. La vibration va envoyer une information et donc après ça va être t'as un petit circuit intégré et t'as le moteur qu'on appelle le moteur pas à pas. Ouais. Qui lui en fait comment expliquer ça? T'as un petit rotor qui est aimanté, donc un petit une sorte de petit pignon aimanté, ouais. Pareil, qui est enchâssé entre la platine et un pont, exactement pareil que la montre mécanique. Et d'un côté de ce rotor, t'as une comment ça s'appelle déjà? Je me souviens plus comment ça s'appelle. Je me souviens plus du nom, mais en gros c'est une petite bande en fer doux qui va s'aimanter au fur et à mesure. Et donc le moteur, t'as la vibration du quartz, le moteur va prendre en compte cette vibration, le circuit intégré, on va envoyer tantôt dans cette lame en fer, tantôt on va envoyer du pôle nord, puis du pôle sud, puis du pôle nord, puis du pôle sud. Et donc le rotor, à chaque fois, il va faire un demi-tour, un demi-tour, un demi-tour. Ok. Et donc, à chaque fois qu'il va faire un demi-tour, en fait, ça va faire avancer ton aiguille d'une seconde. D'accord. Et donc, on appelle le moteur pas à pas parce que à chaque fois, je sais pas si tu vois sur les montres mécaniques, souvent les aiguilles, elles vont avancer en continu. Et sur les quartz, elles vont tac, tac, tac. Okay. Elles avancent à chaque fois d'une seconde. D'accord. Et donc, c'est pour ça qu'on appelle ça le moteur pas à pas. Ok. Et ça, tu répares aussi? Oui, tout à fait. Et ok. Après, le truc, c'est qu'aujourd'hui, c'est tellement... il y a encore des quartz qui sont de haute qualité, mais c'est vrai qu'on les voit pas non plus hyper souvent. Donc là, on va pouvoir changer les pièces une à une, mais sinon, la plupart du temps, c'est du standardisé. Donc, à savoir que le mouvement lui-même, on pourra pas le démonter. Donc, on va prendre... on va ouvrir la montre, on va retirer cadran, aiguille, hop, poubelle, tu reposes sur le nouveau mouvement, cadran, aiguille, hop, tu remboîtes. Okay. Échange standard de mouvement. Et il existe quand même des montres à quartz de luxe, j'imagine. Oui, bien sûr. Okay. Bien sûr. D'accord, très bien. Bon, ça fait donc 1h30 qu'on est ensemble, donc on va déjà à la fin. Est-ce que tu as déjà été attiré par les automates? Parce que je sais qu'il y a beaucoup d'automates qui ont été fabriqués, inventés par des horlogers. C'est un truc qui t'intéresse, toi? Moi, c'est un truc qui m'intéresse. Après, c'est un truc qui demande quand même pas mal de compétences que je n'ai pas forcément. Enfin, en tout cas, de l'expérience, tout ça. Et le truc, c'est qu'il faut oser aussi vouloir s'y frotter, parce que si tu commences à démonter mais que tu vas pas savoir remonter, c'est un peu problématique. Okay. Donc, je trouve ça intéressant. J'aime bien. Il y a le Muséum Patek Philippe à Genève
qui en a plein des automates et qui sur YouTube ils mettent des fois des éclatés ces automates et c'est pas mal, enfin des montres avec des parties animées parce que c'est essentiellement la montre. Mais après les automates ça va fonctionner de la même façon parce que souvent ça va être en plus gros. Mais ouais, les automates en gros, ça c'est ma vision, mais c'est souvent un croisement entre un travail d'horloger et de programmateur parce que il faut juste. C'est ça. Ouais, voilà, ok. Après, de toute façon, si tu regardes bien, quand tu vas faire une pendule qui a une sonnerie, souvent ça va être de l'horlogerie avec une roue qui est une roue finalement comme une boîte à musique. Oui. Et finalement, une boîte à musique, la roue de cette boîte à musique, c'est quoi? C'est un programme. Ouais, les petits coucous suisses, oui, c'est des petits automates. Hein, quand t'as un petit bonhomme qui sort du coucou et voilà. Ouais. Ok. Pour terminer. Est-ce que tu as un ouvrage dont tu es particulièrement fier? Ah bah oui, c'est ma montre école. Ouais, ok. Je me doutais un petit peu la réponse du coup, mais... Voilà. Bah ouais, c'est ma montre école. Il y a eu de la... Comme je dis toujours, il y a eu des larmes, de la sueur et du sang dessus. Et donc oui, non, mais je crois que tu l'as dit tout à l'heure. T'as usiné une partie des pièces, mais pas toutes. Ouais, j'ai usiné une partie des pièces, fait la décoration. Ouais. Et fait tout le réglage. Et en fait, j'en suis particulièrement fière. C'est parce que cette montre, si elle était très bien réglée, on avait la possibilité de l'envoyer ce qu'on appelle le COSC. Ouais. Donc la certification officielle, je crois, certification officielle suisse des chronomètres. Ouais. Donc c'est là qu'on va parler de la différence entre chronomètre et chronographe. C'est qu'un chronomètre, c'est une montre qui est de qualité chronométrique, donc qui est super bien réglée, qui dévie pas trop et tout machin. Et un chronographe, c'est une montre avec le petit paf, les petits boutons sur le côté pour mesurer un temps. Okay. Et donc là, moi j'ai eu la chance qu'elle soit suffisamment bien réglée pour que je puisse l'envoyer à cette certification. Et j'ai eu la chance qu'elle revienne avec le certificat de chronométrie. Bravo. Donc, qui est quelque chose, sachant que certaines pièces, je dirais, tout l'organe régulateur, on avait les pièces détachées, on a dû tout le construire. On avait l'axe qu'on avait fait nous-mêmes. Ça, ce sont les pièces qui sont les plus importantes dans le réglage, donc qui vont influer l'obtention de ce certificat. Donc ça, ouais, c'est... c'est super, bravo, félicitations à toi. Ça, c'est génial. Sachant que cette année-là, on a été 6 à le recevoir, donc on a été que 6 à envoyer et tous les 6 on l'a reçu, donc on était assez fiers de nous. 6 de ton école ou 6 6 dans notre école. Ok, d'accord. Okay. Et on a devancé à Neuchâtel, ils étaient moins que nous à l'avoir eu. Donc ça dégage les Suisses là. Non, on était assez fiers. Et puis, tu vois, l'année d'avant, ils ont été, si je ne m'abuse, 3 envoyés. Il y en a qu'un seul qui l'a reçu. Ouais. Donc nous, on en a eu beaucoup, mais c'est peut-être parce qu'on était très bons. Je ne sais pas. Mais on a été beaucoup à le recevoir. Mais l'année d'après, c'est pareil. Ils étaient moins que notre année. Être fiers, du coup, aussi. Comment ? C'est vos profs qui doivent être fiers aussi, du coup. Moi, mon prof, mais mon prof, de toute façon, mon prof. Voilà. Gros bisous sur le prof. Ouais, il sait que je l'aime très fort. Et donc, attends, j'avais une autre question. Tous tes camarades avaient fait une montre qui ressemble à celle que tu me montres depuis tout à l'heure ou... Oui, on avait tous le même cahier des charges avec la même ébauche, le même cadran. Ok, d'accord. Très bien. Bon, c'est frustrant. C'est particulièrement frustrant parce que j'ai l'impression qu'on aurait pu continuer et faire au moins le double, mais... Écoute, j'espère qu'on aura donné envie aux gens d'aller voir un peu plus loin parce qu'il y a vraiment de quoi faire. J'espère qu'on aura peut-être motivé ou éclairé des gens sur ce métier parce que c'est pas un métier dont on entend parler très souvent. Donc c'était vachement bien. Je suis content que tu te sois proposé pour parler de ce boulot. Je ne m'attendais pas du tout à ça et c'était super cool. Merci. Bah écoute, ça fait plaisir. Bon, est-ce que tu as un dernier mot à rajouter ? Voilà, brûle pour point, je dirais que c'était cool. Voilà. J'ai pas spécialement. C'est un métier que tu conseilles quand même. Comment ? C'est quand même un métier que tu conseilles. Oui, c'est un métier que je conseille, mais le truc c'est qu'aujourd'hui, est-ce que je l'aurais fait si j'avais su que c'était aussi galère de trouver du boulot ? Ouais. Peut-être pas. Bon. Je sais pas.
En même temps, il m'apporte beaucoup de satisfaction aussi, donc je sais pas. Après, bon, je l'ai pas non plus fait dans l'optique de, enfin, je l'ai fait aussi par curiosité, par intérêt. Il y a plusieurs études comme ça que j'ai fait par curiosité, par intérêt, où finalement j'ai pas poursuivi, mais du coup, donc je me dis bon, même si voilà, je me rendais compte que ça marche plus et que je peux pas bosser de ça, je serais quand même contente de l'avoir fait d'une certaine façon. Ok. Est-ce que tu vois un moyen pour les gens qui regardent cette vidéo de t'aider? Est-ce que toi actuellement tu travailles éventuellement si des gens ont besoin? Est-ce qu'il y a moyen de te... Alors là, pour l'instant, moi, c'est compliqué parce que je vais appeler un propriétaire tout à l'heure pour lui dire oui, j'achète. Donc c'est très compliqué parce que là, je vais acheter mon pas de porte. Donc Est-ce que tu peux dire la ville ou pas? Je vais m'installer en Normandie à Sainte-Gauburge, Sainte-Colombe. Ok, bah je pense le nom vous en rappellerez si vous passez par là. Voilà, c'est à côté de l'Aigle. D'accord, oui, je vois, donc c'est dans le Calvados. Voilà. Et dans l'Orne. Oui, je dis, oh là là, c'est honte, je viens de l'Orne. Mais pour moi, l'Aigle, c'est Dreux et c'est, tu vois, je le vois très haut. Mais en fait, non, c'est l'Orne. J'ai dit une connerie. Donc tu t'installes dans l'Orne. Donc, voilà. Tu sais sur la route entre l'Aigle et Argentan, pour être totalement exact. D'accord, bon, bah, c'est une route que je connais bien en plus. Est-ce que tu ouvres, tu sais quand tu ouvres? Non, pas du tout. Là, je suis encore en train de boucler mon... Je suis encore en train de faire mon prévisionnel et tout. C'est... Bon. Pas du tout, on n'est pas encore du tout, mais déjà, je sais pas, je pense que j'espère en janvier. Ce serait voilà, bien. mais de toute façon, le temps que vous voyez cette vidéo, peut-être que ça sera déjà ouvert. Hein. Nous sommes en septembre 2020, donc si vous êtes en 2021, il y a des chances que ton atelier soit ouvert. Et donc, si vous êtes en Normandie, même un petit peu plus loin, n'hésitez pas à passer à Sainte-Gauburge, entre Argentan et l'Aigle, pour faire réparer. À côté du PMU. Est-ce que tu feras que de la réparation ou tu vas te mettre à fabriquer? Je voudrais faire de la réparation. Je vais faire, enfin, de la réparation pendule et montres. Et j'aimerais bien avoir une petite vitrine de montres d'occasion avant. D'accord, bon. Voilà. Eh ben, on te souhaite vraiment très sincère. Enfin, je te souhaite, les autres, je sais pas, mais bon, j'imagine que c'est déjà un public plutôt bienveillant, donc j'ai pas trop peur. Moi, oui, je te souhaite que ça marche et je te souhaite plein de succès. Bah, merci, c'est gentil. Et c'est toi qui es gentil d'avoir passé 1h45 avec moi pour parler de montres. Merci beaucoup. Il n'y a pas de problème. Bah, gros bisous à toi. Bah, merci. Ciao. Ciao. Voilà, donc c'était vachement intéressant, très très dense. Et on a encore une fois juste effleuré, c'est ça le mot que je cherchais tout à l'heure, effleurer le sujet. Donc peut-être qu'on pourra inviter d'autres horlogers qui nous parleront d'autres choses et de manière différente, ou peut-être qu'on recevra Knup. On verra. En tout cas, la série La méthode continue, hein, on invitera d'autres gens, bien sûr. J'ai déjà 2 autres rendez-vous, donc soyez assurés déjà de 2 épisodes supplémentaires, c'est déjà pas mal. Évidemment, si vous voulez soutenir ce projet ou tout le projet Copain New Web, tout ça, vous pouvez toujours faire des dons sur Utip ou sur Tipeee. Ça peut pas mal m'aider. Par exemple, j'aimerais bien faire monter, parce que j'aime beaucoup ce format de la méthode, et je suis un peu frustré de ne pas pouvoir vous partager des images. Ça serait quand même pas mal, mais ça demande quand même du temps, et bon, le temps, bon bah voilà, ça réclame un petit peu d'argent, voilà, bon. Voilà, donc ça pourrait m'aider. Et puis voilà, que vous dire de plus? Si vous avez des questions vous-même à poser à Knup, comme on l'a dit tout à l'heure, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. J'essaierai d'y passer, enfin moi j'y passerai, c'est sûr, mais j'essaierai de dire à Knup de passer, répondre à vos questions. Voilà. Si vous êtes intéressé pour participer vous-même à la méthode, ou si vous sentez que ça pourrait chauffer votre mère, votre tante, votre cousin, ou quelqu'un qui fait un métier bizarre, eh ben vous pouvez lui proposer et lui demander de me contacter, et je me ferai un plaisir de l'inviter. Ça peut tout à fait se faire de manière anonyme, bon, avec la webcam quand même, mais avec un petit déguisement, et puis un pseudonyme, et puis ça passe. Évidemment, je vous demanderai d'être bienveillant, mais bon, jusqu'à maintenant, j'ai pas eu de problème avec vous. Je vous fais confiance. Soyez tigeants. Voilà. Bon, je vous fais des gros bisous, je vous dis à la prochaine. Merci beaucoup. Ciao.